Apple est-elle encore au cœur de la maison intelligente ou laisse-t-elle peu à peu la main à d'autres acteurs? Entre la multiplication des normes, la confusion règne chez les utilisateurs. Pourtant, les standards ont mûri, Meter s'est enrichi, HomeKit s'est ouvert. Serrure, aspirateur, thermostat, caméra, tout commence enfin à parler le même langage. Et si 2026 était réellement l'année de la maison connectée, retour sur les standards qui régissent la maison connectée, qui fait quoi et surtout pour quel bénéfice réel à l'usage? Où va Apple avec HomeKit? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et continuez surtout à nous soutenir. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver également sur Apple Podcast. Et bien sûr, à rejoindre le club ORLM, la version premium de l'émission, vous le savez, avec accès anticipé. Et vous venez ici au Village Bassier assister aux coulisses de notre émission. Bienvenue également dans notre nouveau studio podcast, un vrai petit salon que nous mettons à votre disposition si vous êtes un créateur de contenu ou une entreprise pour filmer vos interviews, vos webinaires ou vos podcasts. C'est simplement notre second studio installé ici au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, au sein du Village Baïséa. Si vous recherchez un studio à l'ambiance feutrée et bénéficier du savoir-faire de notre équipe de production, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, un mail, contact@onrefaitlemacom. Le prix seulement à partir de 200 € de l'heure. Profitez-en. Voilà, ce soir pour débattre avec nous m'accompagne, j'ai beaucoup de chance, le fantastique et passionné d'objets connectés, Monsieur Laurent Pantanat. Salut Laurent. Bonsoir tout le monde, je suis très content de pouvoir revenir. Pourquoi tu je sais pas, penses qu'il n'avait pas le droit de revenir? Non, on a lu sur Internet le drama que des gens se plaignaient que Didier, Christophe et moi n'ayons pas participé. Je vous avais banni. Nombreux. Alors, certains pensaient que tu nous avais bannis, et du coup, comme vous êtes fait insulter de fragilistas socialistes, dans notre absence, on s'est dit qu'il fallait remettre un peu de droite. De toute façon, t'as vu les vues dès qu'on est revenu, ça. Donc c'est incroyable. voilà, on a dit on fallait ramener un peu de droititude dans ce studio, quoi. Autre passionné par la maison intelligente, son domicile est plus connecté, en tout cas le plus connecté de Belgique. Monsieur Christophe de Graaf d'Underside. Salut Christophe. Salut Oli, je suis super content d'être là avec vous, justement pour parler de cette thématique qui me passionne aussi. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est effectivement de ne pas oublier les boosts. Si vous êtes sur smartphone, il y a moyen de booster la vidéo et ça joue beaucoup pour notre référencement. Si vous êtes de droite ou de gauche, peu importe. Le plus beau profil d'ORLM est également de retour. Lui, il va vous faire ce soir réduire votre facture d'électricité. On ne compte plus le nombre de panneaux solaires et batteries qu'il a déployés chez lui dans son jardin. Monsieur Didier Poulicani de Mac Forever. Salut Didier. Salut à tous. Tu vois, aujourd'hui, je suis ni de droite ni de gauche, je suis du sud. Et j'ai tourné en t-shirt aujourd'hui. Tu as bien raison et c'est le meilleur endroit pour tourner, crois-moi. En tout cas, des batteries, des panneaux solaires, de l'économie d'énergie, on en parlera plutôt dans la seconde partie de cette émission la semaine prochaine. Mais évidemment, on va parler d'autres choses passionnantes, vous allez voir. Un petit mot quand même à propos de notre sponsor. Cette semaine, il s'agit de Scapad. Scapad, c'est une nouvelle marque française qui propose pas mal d'accessoires très sympas pour vos produits à la pomme croquée, avec notamment un sac à dos pour le moins original, son nom l'Airpack. C'est l'un des premiers sacs à dos traçables compatibles avec Apple localisé, le fameux Find My. Pas besoin d'ajouter de AirTag, il est localisable depuis votre iPhone. Il émet une alarme sonore où vous indique le chemin pour le retrouver. Et contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas de pile, mais une batterie. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est rechargeable sans fil en MagSafe. Il suffit de poser une batterie dessus sur le côté. Il intègre également un cadenas à code homologué TSA pour verrouiller votre sac. Sa contenance 28 litres. Il peut notamment héberger un MacBook Pro jusqu'à 16 pouces via une poche recouverte d'une douce peluche, mais aussi une seconde poche pour votre iPad. Son prix est normalement de 149 €. Pour vous qui regardez cette semaine, on refait le Mac. Scapad vous propose une réduction de 50 €, son prix passant à 99,99 €. Pour en profiter, rendez-vous sur le site de Scapad et entrez le code promo ORLM Airpack. Le lien est dans la description de la vidéo, également dans les commentaires ou encore en flashant ce QR code. Mais ce n'est pas tout. Une fois votre premier achat finalisé, vous disposez d'une remise supplémentaire de moins 25% sur toute la gamme Scapad. Merci à Scapad de nous soutenir.
Un mot également au sujet de notre sponsor NordVPN. On va beaucoup parler de maisons intelligentes aujourd'hui dans cette émission, mais un point qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de la sécurité. Déployer des objets connectés représente un risque réel de piratage, car c'est un point d'accès souvent identifié et facile à hacker aujourd'hui. Bon nombre d'appareils IoT présentent des vulnérabilités, comme par exemple partager des identifiants par défaut, qui sont toujours les mêmes, admin et password. Ils sont également d'excellents hôtes de logiciels malveillants, sans oublier le fait que bon nombre de ces appareils sont connus pour récolter des données personnelles par leurs fabricants, pour améliorer soi-disant leur fonctionnement, mais aussi constituer un risque de violation de votre confidentialité. Alors pour s'en prémunir, il est préférable d'installer un VPN, mais pas seulement sur votre Mac ou votre iPhone, mais au cœur de votre réseau, le routeur Wi-Fi. C'est ce que propose NordVPN, qui parraine cette émission et qui permet d'installer un VPN sur un routeur, et même si vous avez par exemple une box Internet à l'instar de la Freebox. Une fois configurés, tous les appareils connectés à votre Freebox seront sécurisés, y compris tout votre écosystème de la maison intelligente. Et bonne nouvelle, grâce au RLM, vous bénéficiez de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Offre uniquement disponible en cliquant sur le lien en description ou en flashant le QR code. En tout cas, un grand merci à NordVPN de soutenir ORLM. Les garçons, vous êtes d'accord avec moi? L'une des principales failles de sécurité aujourd'hui à la maison, c'est les objets connectés. Oui, tout cas, les objets connectés, en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, ils vont aller communiquer avec l'extérieur de la maison et pas uniquement l'intérieur, tu vois. Et donc, ce que tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle en fait des attaques man in the middle. C'est-à-dire que effectivement, parfois, les fabricants d'objets connectés sont pas forcément toujours très orientés sécurité. Et donc, le problème, en fait, c'est que si c'est mal encrypté, si c'est mal chiffré, je devrais dire, ou bien alors si c'est même pas chiffré du tout, du coup, tu risques d'avoir des problématiques, effectivement, que tu corriges avec du VPN, par exemple. Ouais, en fait, c'est pire que ça. Il faut juste expliquer ce dont on parle. Aujourd'hui, il y a une kyrielle de produits pas chers, principalement des caméras. Qu'on trouve sur tous les sites en ligne, même sur Amazon. Et la façon dont ils sont codés, dont ils sont programmés, est une façon mais ultra légère. Et le principe, c'est qu'on demande, comme les gens veulent avoir accès à ces caméras de l'extérieur, souvent on les dit mettez-les dans la DMZ ou rendez votre caméra accessible de l'extérieur de votre maison. Et les gens, c'est ce qu'ils font parce qu'ils veulent pouvoir surveiller leur maison quand ils ne sont pas là. On parle de caméras qui, certaines, elles commencent à 20 €. D'autres un peu plus chères. Et le problème, c'est que ces caméras, elles émettent en permanence. Il suffit de scanner des listes d'adresses IP pour les retrouver parce qu'elles sont sur un port spécifique. Et tout ça. Et donc, il existe aujourd'hui des annuaires de ces caméras. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve. Toi, tu rentres chez toi, tu fais pas attention. Tu as oublié que ta caméra elle est en train de filmer chez toi parce que tu te dis personne ne va tu es filmé. Et en fait, tu es filmé. Donc, il y a énormément... Ça filme ta famille, ça filme ta maison, tes entrées, tes sorties. Ouais, il y a du chantage. On sait que tu n'es pas chez toi. On sait que... Donc, ça, c'est le premier problème. C'est flippant. Ouais, c'est flippant. C'est flippant parce que... Et tu as raison, souvent, le mot de passe... Et les gens ne le configurent jamais. Tu vois, il faut être un peu tech. Parfois, c'est un peu plus subtil, mais comme les marques, beaucoup utilisent le même chipset, et donc du coup, qui sont programmés par défaut, les hackers, ils connaissent ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que souvent, c'est un petit Linux qui est chargé dedans, et il est accessible. Et en fait, c'est utilisé par des pirates pour venir utiliser ta caméra comme un virus viendrait s'installer dans ton corps pour après se propager. Un malware. L'idée, c'est plus dans ce cas-là, c'est plus d'utiliser ta caméra pour les images. Tu vois, ils s'en foutent, mais c'est au moment où ils décident de lancer une attaque, ils disent à toutes les caméras qui vont prendre un petit peu de puissance de chacune des caméras et ils vont dire va attaquer ce site, cette adresse pour faire une attaque par exemple de DDoS. Et donc c'est vraiment multiplier un grand nombre de requêtes. Ouais, de requêtes, parce que du coup, c'est comme si. Mais encore une fois, ça se rapproche vraiment du concept de virus. Sur le virus, quand il rentre dans ton corps, il rentre pas dans ton corps pour te rendre malade toi. Il rentre pour se multiplier et se propager. Et là, c'est exactement la même Puis approche. C'est pas tout, parce que là, effectivement, Laurent parle de la partie objet et de la partie interne à la maison, mais il y a aussi en fait de la partie serveur, souvent où vont être déposées tes données, ou bien alors tout simplement ton authentification au service du fournisseur d'objets. Et tout ça, ça va être sur des serveurs où effectivement, il faut que ce soit des développeurs qui aient pris pleinement conscience de la sécurité. Et aujourd'hui, le truc, c'est que, comme tu le disais Laurent, on veut sortir des objets très vite.
c'est juste la fonctionnalité qui compte, mais puis derrière, en fait, on pense pas à la sécurité. Les serveurs, c'est pareil, en fait, les serveurs qui vont suivre ce genre d'objet. Et donc, on peut se retrouver sans attaquer la maison, on peut attaquer les serveurs et puis se retrouver en possession d'un tas d'informations qui te concernent toi, Olivier, mais qui vont se retrouver quelque part dans des mains malveillantes. L'émission aujourd'hui ne porte pas sur ce sujet-là. Hein. Aujourd'hui, on va parler d'objets connectés principalement dans un environnement. On va revenir sur les standards. HomeKit. On va revenir sur les standards. Ce qui est un énorme avantage aujourd'hui, je dirais, d'encadrement. Alors bien sûr, tu sais, il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que des citadelles non prises, mais la grande force des environnements, quels qu'ils soient, que ce soit côté, je dirais, Google, avec son système, ou que ce soit surtout du côté Apple, l'idée c'est quand même d'avoir une notion de sécurité un peu plus élaborée que ce dont on vient de parler. Oui, et puis on va comprendre, on va aller vraiment dans le détail jusqu'où va HomeKit et où va Apple avec HomeKit aujourd'hui. Vous verrez que Apple essaye justement de proposer des certifications et puis on va vous présenter certains produits qui sont présents dans ce décor, qui sont plutôt des produits qu'on a sélectionnés et qui, a priori, sont pas un peu plus sûrs, mais proposent effectivement un niveau de sécurité bien supérieur. Ils sont un peu plus chers, mais a priori, vous n'aurez pas de surprise avec. Surtout qu'il y a, vous allez voir, jusqu'à des serrures connectées, donc ça peut aller très loin. Allez, retour au sujet principal de cette émission, la maison intelligente. Pour beaucoup d'entre vous, le thème de la maison intelligente est synonyme de mots de tête. C'est compliqué avec la multiplication des normes. Beaucoup d'utilisateurs sont aujourd'hui perdus. Alors, faut-il investir dans un environnement Apple HomeKit? Il faut investir dans du Alexa qui est derrière moi. Est-ce qu'il faut investir dans du Google, dans du SmartThings, cher à Samsung? Beaucoup de questions, bien sûr, de votre part. On va les lister ce soir sur HomeKit d'Apple. La première question simple, HomeKit va-t-il disparaître? Alors, en préambule, une question un peu putaclic, dirons-nous. Répondons à cette question parce qu'elle est née d'une vraie confusion dans l'esprit de pas mal de gens, les garçons, et pas mal d'utilisateurs de HomeKit, du fait qu'Apple a annoncé, Christophe, l'abandon prochaine de l'ancienne architecture HomeKit et l'arrivée d'une nouvelle. Et puis, il y a aussi les couches Thread et Matter, et c'est vrai que ça crée une grande confusion. Revenons déjà sur l'architecture historique d'HomeKit. Bien sûr. Apple abandonne HomeKit, mais pas le vieux HomeKit. Une version, tout à fait. Donc en fait, juste pour clarifier déjà ce que c'est HomeKit. HomeKit, c'est quoi? C'est surtout un standard qui effectivement se nomme HomeKit, un SDK, donc vraiment ce qui va te permettre de développer en tant que développeur et de créer des objets connectés, etc., qui se trouve être dans HomeKit également, et puis une application qui s'appelle Maison en français. Ça crée déjà une petite confusion, parce qu'on a Home et HomeKit. En français, donc, ça se passe Home mieux. Et Maison, c'est la même chose. C'est l'application que toi, tu vas utiliser en tant qu'utilisateur. HomeKit et Home, ça crée une confusion parce que c'est les mêmes noms. Et donc, Home et Maison, c'est effectivement l'application. HomeKit, c'est ce qui te permet de développer pour être compatible avec Home. Alors concrètement, on va rentrer on a un chapitre pour les standards. Qu'est-ce qui change entre le nouveau et l'ancien HomeKit? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je crois qu'on a un petit schéma pour les résumer, les amis. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? En fait, ça change pas grand-chose pour l'utilisateur final. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Apple met à jour, il va y avoir avant, c'était plutôt très cloud. Là, maintenant, c'est plus local. Le nouveau HomeKit. Tout à fait. Mais c'est plutôt sur la façon dont ça va connecter. Mais toi, en tant qu'utilisateur, l'idée, c'est pour ça qu'Apple n'a pas dit, même s'ils ont changé la philosophie et ils arrêteront là dans les jours à venir l'utilisation de l'ancienne version. L'idée, encore une fois, c'est que ce qu'est Home, c'est une télécommande. Donc pour toi, la télécommande, elle ne change pas. C'est tout ce qui est au-dessous qui change. Donc Home joue ce rôle d'action. J'ai une très belle analogie quand on parlera des protocoles sur comment les trois s'imbriquent. Alors les garçons, n'hésite pas Didier, si tu veux prendre la parole. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va arriver de nouveau? Et comment on passe à la nouvelle architecture HomeKit qui est déjà en place? Pour ceux qui n'auraient pas encore fait le switch, elle est souvent automatique à partir du moment d'une mise à jour d'iOS ou de macOS. Tout à fait, exactement. Donc ça va suivre tout simplement la mise à jour des systèmes d'exploitation de Apple. Et le nouveau HomeKit se prépare à deux choses. C'est la première chose en fait qui est le fait qu'on va avoir plus d'interopérabilité, d'échange en local au niveau de la maison. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma, l'arrivée de Matter et de Thread. Alors Matter et Thread étaient déjà présents avant en fait, mais là il est mieux géré. Mais il est encore mieux géré. En local, pas uniquement via le cloud.
Oui, disons qu'en fait, Meter et Thread, de toute façon, fonctionnaient localement. Ouais. Donc, il n'y avait pas de cloud de ce côté-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme le disait Laurent, la télécommande, tu vas pouvoir avoir des échanges beaucoup plus directs avec tes périphériques que ce que tu n'avais avant. Et donc ça change vraiment beaucoup de choses. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y avait au moment où Apple a écrit la première version d'HomeKit, pour rester simple, ils n'avaient pas imaginé qu'il allait avoir une telle myriade d'objets connectés qui allaient débarquer à la maison. Donc là, il y a une capacité de fabricants et de technologie. Et de type. Voilà, exactement. Donc il y a une montée en charge que l'ancienne version de HomeKit ne pouvait pas gérer. C'est ça ? Exactement. Donc quand tu as 200 devices en fait dans une maison ou 100 devices, et ça peut paraître beaucoup, mais ça va très vite parce que dès que tu as une ampoule, c'est un device à part entière. Quand j'avais HomeKit qui me disait votre accessoire ne répond pas, l'accessoire ne répond pas. Voilà. Ça, typiquement, c'était un symptôme de l'ancienne version de HomeKit. Et ça, c'est vrai que quand tu bascules sur la nouvelle architecture, tu as beaucoup moins ce genre de latence. Donc ça, c'est quand même drôlement agréable et effectivement, ils ont fait en sorte de... Tu as une vraie maturité qui s'est installée en fait sur le nouveau HomeKit qui te permet d'aller chercher tout simplement en fait une latence moins élevée et donc de pouvoir piloter tes objets plus rapidement. Donc on est bien d'accord qu'Apple n'abandonne pas HomeKit, elle abandonne l'ancienne version pour les réécrire en profondeur, donc une nouvelle architecture plus locale, plus renforcée, plus fiable également. Christophe l'a dit tout à l'heure, quand on parle de kit chez Apple, c'est souvent lié au développement. C'est-à-dire que quand tu vas dans... Ce qui est le cas. Oui, tout à fait. Quand tu vas dans les protocoles, sur le site développeur, chaque fois que tu parles de kit, c'est quelque chose qui va te permettre de faire quelque chose. Par exemple, quand ils ont lancé le machine learning, c'était MLKit. Donc tu as des kits, tu en as plein. Donc c'est vraiment l'outil... C'était CoreML, oui. Ouais, qui est vraiment fait pour faire pour le développement. Home étant l'application sur laquelle tu cliques sur le bouton. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que le nom, quand tu cherches sur Internet un produit, tu te dis est-ce qu'il est compatible HomeKit ? Dans l'absolu, tu devrais dire est-ce qu'il est compatible Home d'Apple ? Oui. Tu vois, c'est là où il y a la confusion déjà. Oui, mais c'est pour ça que parce que finalement on a appelé ça HomeKit et que c'était la seule façon de le différencier. Parce que Home, ça veut dire quelque chose. Mais tu vois, tu dis est-ce qu'il est compatible maison ? Tu vois, oui, je veux qu'il aille dans ma maison. Tu vois, la vraie que l'application, elle avait. Ouais. Donc, alors que HomeKit avait vraiment une unicité de nom. Je pense que c'est pour le maintien de cette unicité de nom qu'on a continué à utiliser ce terme. Alors Didier, qu'est-ce qui va se passer ? Quand est-ce que le support de l'ancienne version, de l'ancienne architecture de HomeKit est prévu chez Apple ? Elle a été prolongée à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui est prévu ? C'est tout prochain, je crois que c'est le mois prochain. Oui, parce qu'ils ont fait une petite alerte, mais tu sais, c'est vraiment des trucs de geek, parce que si tu suis pas des sites un peu, tu sais même pas tout ça. C'est ça qui est incroyable en fait dans cette histoire. Et la date, je crois que c'est le 10 février, donc c'est demain, en gros. Enfin, je sais pas quand sera diffusée l'émission, mais ce sera vraiment dans quelques jours. Et du coup, en fait, je pense qu'il va peut-être y avoir des gens quand même qui n'ont pas mis à jour depuis longtemps, tu sais, qui avaient, je sais pas, les premiers HomePod ou des Apple TV qui faisaient concentrateur, etc., qui avaient acheté des trucs à l'époque, puis peut-être plus rien récemment, et qui risquent peut-être de se retrouver comme ça du jour au lendemain bloqués, ils savent pas pourquoi et ça risque d'être problématique. Mais en fait, le débat qu'on avait là autour de HomeKit, Home Matter, enfin, les gens ne comprennent rien. Enfin, nous on est des geeks et des fois c'est compliqué. Mais alors, Madame Michu qui achète ses ampoules ou qui achète ses trucs chez Ikea, elle ne capte rien. Mais vraiment, ils ont réussi à faire une jungle avec tout ça. Le nom HomeKit, on le disait, il correspond à rien. Apple n'a pas vraiment trouvé de nom justement autour de sa maison connectée, ce qui est assez étonnant. Ils auraient pu appeler ça vraiment Apple Home ou un truc qui soit comme iPhone, quoi, iHome, j'en sais rien, un truc un peu sympa. Et puis il manque aussi le produit, c'est-à-dire que moi, il y a plein de gens, ils m'ont dit ouais, mais tu fais comment pour avoir les produits connectés Apple ? Parce qu'il n'y a pas le produit qui te connecte à ça. En fait, t'as pas un truc qui voit tous tes objets, qui les met à jour, le fameux HomePad qu'on mettrait, tu vois, au milieu du salon. Mais même l'application Home, elle est nulle, quoi. Elle te dit des fois tes trucs sont pas à jour, enfin tu comprends rien. Alors maison français, l'application Home, maison. Oui, l'application maison. Bon, donc, après, vraiment un problème, Didier, je trouve, de base, quoi. Après Didier, on te dira que le hub compatible avec HomeKit, c'est surtout l'Apple TV, quoi, tu vois. Et le HomePod mini. Ou le HomePod, ouais. Voilà, ou le HomePod mini. Oui, mais il n'y a pas d'interface directe. Oui, mais rien que pour comprendre ça, c'est pas évident. Ouais, en fait. Les gens dans leur tête de dire tiens, il faut un HomePod pour avoir une lampe. Enfin, ouais, tout à fait. C'est lunaire, tu vois, comme truc. Alors, oui et non. C'est là où je suis partagé. Tu te rends compte qu'on va présenter des produits tout à l'heure, et pour fonctionner, ils ont besoin de ce qu'on appelle un bridge.
Okay, et finalement, Apple, en supprimant ce concept de bridge, en disant il suffit que vous ayez un objet Apple, tu vois, que ce soit un HomePod ou un Apple TV, ben, finalement, ils ont répondu à cette problématique de simplification. Après, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer une chaîne, tu vois, Internet, le bridge, les objets que tu connectes. Un écran dans lequel je vois mes objets connectés. Et là, c'est là où ça devrait être l'application Home, donc l'application maison en français, et elle devrait être exceptionnelle, et franchement, elle est naze. Mais bon, on va en parler. Alors concrètement, donc mois de février, nouvelle version, mise à jour normalement automatique, Christophe. Oui, si tu as le matériel. Ouais, donc ça ne veut pas dire qu'on va jeter ces produits, ça veut dire qu'il y a une mise à jour. Si on veut avoir accès aux nouvelles fonctionnalités, il faudra faire la mise à jour. Tout se fait normalement depuis l'app maison. Oui, le truc en fait, c'est que oui, effectivement, tout se fait depuis l'app maison. Donc comme le disait Didier, en plus de ça, tu reçois souvent une notification pour faire le switch vers la nouvelle hiérarchie, la nouvelle infrastructure de Apple. Donc tu cliques dessus et puis tu pries pour que tout se passe bien. Alors, moi, je me souviens pour en avoir longuement parlé sur le groupe WhatsApp de Refait le Mac avec Monsieur X, notamment, qui est info des objets connectés. Lui, il était tout de suite basculé sur la nouvelle architecture. Et sur Matter, on va en parler dans un instant de Matter, c'est quoi la différence avec HomeKit, justement. Et il avait été très déçu parce qu'il avait perdu des fonctionnalités. Oui, donc, il est revenu en arrière. C'est aussi pour ça que ça a créé une confusion supplémentaire. Non, je ne veux pas adopter le nouveau standard parce que je perds des fonctionnalités que j'avais dans l'univers HomeKit. Alors, juste pour expliquer... ce dont on parle là, on parle d'interopérabilité. Le problème, c'est que quand tu prends plein d'objets différents, donc là, je listais pour préparer l'émission le nombre de catégories d'objets compatibles Home, je veux dire Home d'Apple. Il y en a une kyrielle. Ça va du store à l'interrupteur, là, à regarde, l'éclairage. on a une batterie, on a des serrures, on a des prises connectées, on a des lumières, on a des détecteurs de luminosité. Il y a ce qu'on appelle des détecteurs. Il y a ce qu'on appelle en anglais des actuators, c'est-à-dire des choses qui font des choses. Dans les détecteurs, la quantité de détecteurs, il y a des détecteurs effectivement de luminosité, il y a des détecteurs de passage, il y a des détecteurs d'humidité. Moi, j'ai un détecteur de débordement, il y a des détecteurs de monoxyde de carbone, il y a des détecteurs de fumée, qui ne sont pas la même chose. Il y a monoxyde d'un côté et fumée de l'autre côté. Tu as des capteurs de température, tu as des capteurs météo. Donc tout ça, ils prennent des données, ils viennent les partager pour prendre éventuellement des décisions. Moi, par exemple, à la maison, ils détectent que quand l'air devient la concentration de certaines particules est trop, j'ai une lumière rouge qui s'allume, mon éclairage change de couleur, devient rouge. Je sais que c'est le moment d'ouvrir les fenêtres. Et là, tu verras dans le coup de cœur de l'émission la semaine prochaine, le produit que j'ai choisi justement pour travailler là-dessus. Donc en fait, il y a plein de choses en cascade. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu faire que tous les objets soient capables de connecter, il a fallu trouver un socle commun. Sauf que tu avais des fonctionnalités subtiles qui étaient dédiées à une verticale, par exemple les interrupteurs, tu vois, le côté la gradation, lente ou pas lente, progressive, tout ça. Mais du coup, on était revenu à on-off. Tout ou rien. Tout ou rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, attends, il y a des choses que je passe pas à la nouvelle architecture. Exactement. Et donc, maintenant, les choses progressivement, on savait qu'avec toutes les choses allaient s'aligner, quoi. Bref, vous l'avez bien compris que ce n'est pas un abandon. Pensez à faire votre mise à jour. En tout cas, c'est une grande migration technologique. Il n'empêche, Didier, Laurent, Christophe, Apple a annoncé également en parallèle le support de Matter. Beaucoup ont interprété cela comme un abandon de HomeKit. Il y a aussi une vraie confusion entre ces deux appellations. Quelle est la différence entre HomeKit et Matter ? On va tout vous dire. La maison connectée est mal comprise car un nombre de standards, protocoles, normes existent aujourd'hui, à commencer, on l'a dit, par HomeKit, par Matter, par Thread, par Zigbee, j'en passe et des meilleurs. Pas Zigbee, hein. Ziggy ? Pas Zigbee. Non, pas que Stéphane n'est pas là cette semaine. D'accord. C'est l'objet de notre premier sondage cette semaine, justement, la multiplication des standards. Laurent, si tu veux prendre la main. Donc en fait, la question est simple. La question est simple, c'est est-ce que si on prend HomeKit, application maison, Thread, Matter, est-ce que vous avez compris tout aux différentes normes qui régissent cette maison connectée, hein. Et la réponse, elle est claire, hein. C'est à 63% non et à 37% oui. Donc il y a ça veut dire qu'il y a quasiment 2 tiers de gens qui me disent j'ai pas compris. Et c'est normal. Parce que Christophe me disait mais tu es sûr que tu veux revenir dans l'émission sur quoi la différence entre Matter et HomeKit ? Regarde, on va faire un sondage, tu verras que la 3/4 des gens ne comprennent pas. C'est normal. Après, j'ai fait une petite synthèse, moi. J'ai essayé de faire une synthèse. Je me suis dit si je devais l'expliquer à mon... Alors, on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller.
regarde, il y a quelques réactions sur Twitter, des gens qui ne comprennent pas. Ouais, on a Wolfgang Forever qui nous dit si tu ne travailles pas pour la NASA, on n'y comprend rien dans ce truc. Hâte d'avoir des explications. Écoute, on va essayer de les donner. Hein. Et puis il y a Maxo qui dit non, je suis complètement perdu. Ouais, effectivement. Alors, il faut choisir, les amis, Didier, Christophe, Laurent, entre HomeKit et Matter. On peut spoiler, dire que non, hein, ce sont deux choses vraiment complémentaires. Exactement. Alors, c'est quoi Matter, concrètement ? En fait, Matter, c'est le standard, c'est le langage commun pour que les objets puissent discuter. Okay, c'est le socle commun pour qu'entre eux, ils aient un langage, ils parlent la même langue et qu'on puisse leur donner des ordres et pour qu'ils les exécutent. Okay, c'est le socle de la compatibilité qui manquait un petit peu à ces objets. Okay, et qui a fait que on a pu les faire dialoguer entre eux. Okay, l'idée, c'est que tu puisses dire à un objet comment parler, tu t'assures qu'il fonctionne dans tous les protocoles, que ce soit l'univers Apple, l'univers Google, l'univers Amazon. En revanche, ce que Matter n'est pas, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de design, il n'y a pas d'automatisation avancée. C'est le socle commun, tu vois, c'est le langage. Exactement. Ouais. Donc, un objet Matter, c'est pas un objet HomeKit natif. C'est un objet qui parle un langage commun et qui pourrait s'intégrer dans tous les univers, tu vois, sans que le fabricant ait à développer quelque chose de spécifique à Apple. Donc c'est le standard, le langage, Christophe Matter, et HomeKit c'est différent, c'est une couche au-dessus, c'est ça de Matter ? En fait, juste pour là-dessus, c'est pour ça que tout à l'heure on disait quand tu étais HomeKit et que tu passais Matter, tu te retrouvais avec des choses que tu avais dans HomeKit et que tu n'avais plus dans Matter. Donc le truc, c'est que HomeKit, ça va être effectivement la base de programmation pour les développeurs. Ouais. Donc globalement, HomeKit va intégrer l'usage de Matter pour que Matter soit utilisé pour pouvoir parler avec les différents objets intelligents de la maison. Ça commence par une interface, tout simplement. Là, effectivement, HomeKit, ça n'est pas qu'une interface. C'est la possibilité pour un développeur de lister, par exemple, tout l'ensemble des périphériques de la maison, d'interagir avec eux, mais avec toute la couche de sécurité, on en parlait, avec toute la couche de sécurité que Apple te donne pour pouvoir interagir avec les objets. Et donc toi, tu ne vas pas devoir parler en Matter. Toi, en tant que développeur, tu vas parler avec le kit de développement de Apple qui est HomeKit, et HomeKit, lui, va faire la traduction en Matter. Un exemple, pour compléter ce que vient de dire Christophe, quand tu fais par exemple des automatisations ou des scènes, tu dis quand je rentre à la maison, quand j'ouvre la porte, allume la lumière, ça c'est pas Matter, c'est Home. C'est dans l'application Home qui fait appel à tout ce qui... et qui va les déclencher des choses par Matter. D'accord. Okay, tu vois, donc là, toute cette spécificité, ce côté, j'ai envie de dire, un peu chaleureux, un peu sympa, c'est pour ça que d'ailleurs je parlais de télécommande. C'est là où les décisions vont être prises. Alors, autre source de confusion, les amis, c'est qu'après Matter et HomeKit, il y a un troisième mot qui revient souvent, c'est Thread. Et là encore, beaucoup pensent que Thread remplace HomeKit ou que Matter remplace Thread. C'est quoi concrètement Thread, Christophe ? Thread, c'est la partie qui est vraiment au centre du réseau. Donc c'est les objets connectés doivent pouvoir se parler entre eux et pouvoir parler avec ton pont, ton bridge, comme le disait Laurent. Et ça va être tous ces échanges en fait en Matter par exemple vont avoir lieu sur une couche réseau qui s'appelle Thread. Un protocole réseau en clair. C'est un protocole réseau, oui. Ouais, donc c'est d'échange de données spécifiques aux objets connectés. Donc ça transporte les données et ça favorise des réseaux plutôt maillés, c'est ça, pour favoriser un écosystème, une chaîne d'objets connectés ? Comme tu l'as en Zigbee et ce genre de choses. Du coup, si on résume ce qu'on vient de se dire, ça veut dire que la couche la plus basse de ce qu'on a dit, c'est Thread, okay, parce que c'est la partie les réseaux. Ensuite, dedans, il y a comment les machines, les objets discutent entre eux, c'est Matter. Et en haut, il y a ce qui va donner l'ordre. Et j'ai essayé d'expliquer, parce qu'en préparant l'émission, mon fils m'a dit « Mais papa, explique-moi, essaye de m'expliquer simplement ce que c'est. » Et je lui ai dit, écoute, il a 11 ans, tu vois, donc je lui ai dit, écoute, imagine, tu as des Lego, des Playmobil, ils peuvent pas jouer ensemble. Toi, tu peux pas les faire, c'est pas du tout les mêmes. Et ben en fait, Matter, c'est comme si tu arrivais à les faire jouer, se monter ensemble. Okay, donc c'est le fait qu'ils discutent ensemble. Thread, c'est le talkie-walkie, c'est le fait qu'ils puissent se parler entre eux.
Et Home, tu vois, l'application, ça serait la télécommande pour qu'une fois maintenant qu'ils sont capables de parler ensemble et qu'ils sont capables de jouer ensemble, tu les fais bouger, Donc la télécommande, c'est Home. Le tuyau dans lequel ça va circuler, c'est Fred. Et le langage qu'ils vont parler commun, c'est Matter. Et ce qui permet donc d'accéder à ce réseau Fred, c'est les hubs, c'est ça, c'est très important aujourd'hui, c'est les HomePod, les Apple TV. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Apple vous dit, si vous voulez gérer une maison connectée, il faut rajouter un HomePod ou un Apple TV. En fait, le hub dont tu parles, comme l'Apple TV par exemple, ou le HomePod mini par exemple aussi, dispose de l'appareillage nécessaire pour pouvoir aller parler avec du thread, ce qui va permettre en fait l'échange en Matter par la suite au-dessus. Donc en résumé, Fred est le réseau qui véhicule les données. Matter, lui, ne transporte rien, mais définit comment les objets se parlent via un langage commun, indépendant des plateformes. Et enfin, HomeKit, c'est la couche d'Apple, l'interface, l'expérience utilisateur et la vision sécurité, tu as insisté là-dessus, oui. Et confidentialité propre à la marque. Est-ce que c'est plus clair? Pourquoi, mon cher Didier? Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, là, quand les gens achètent des objets connectés, moi, la question que j'ai souvent, c'est est-ce que ce sera compatible avec mon système? En gros, c'est ça. Ouais. Et j'ai trouvé qu'au début, c'était clair, c'est-à-dire soit c'était compatible Apple ou pas, quand tu avais le HomeKit avant. Et maintenant, tu as plein d'objets qui te mettent plus ça. C'est-à-dire, des fois, ils te mettent le logo Apple, des fois pas. Il y en a, ils te mettent Matter. Et en fait, tu sais pas. Enfin, si t'es un peu ignorant de tous ces trucs, Matter, ça dit rien aux gens, tu vois. Non, normalement, tu dois savoir. Pas le logo Apple. Oui. Normalement, un objet qui est compatible HomeKit ou Home doit l'afficher d'office et doit être standardisé par Apple. C'est quelque chose que tout à l'heure un kit de caméra de chez Philips, puisque Philips Hue se met à faire des caméras de sécurité compatibles HomeKit. Il n'y a pas le logo HomeKit. Non, normalement, tu dois l'afficher. Il y a le logo Matter, mais il n'y a pas le logo. Mais alors attention, c'est là où il y a bien dans les spécifications précisé compatible HomeKit. Mais peut-être qu'il est sorti avant d'être compatible HomeKit. Non, mais en fait, attends, il faut juste rappeler quelque chose. C'est un beau bordel. Dans tous ces protocoles dont on vient de parler, il y a ce qu'on appelle, je crois que le nom en français, ça doit être le routeur de bordure. Je crois que c'est ça. Et grosso modo, ils peuvent communiquer aussi par des systèmes qui sont différents. On a des objets qui continuent à discuter en Bluetooth, on a des objets qui discutent en Zigbee, on a des objets qui discutent encore une fois, c'est la face. Il y a encore d'autres protocoles qui existent toujours. Non, mais juste pour comprendre, quand tu parles de Philips a toujours eu son propre protocole. C'est-à-dire que Philips ne fonctionnait que si tu avais un bridge. Donc effectivement, Philips Hue, tu avais ce bridge, tu avais un bridge, ce petit carré avec le bouton au-dessus pour l'appareil, qui faisait que tu le connectais. Et c'est un Zigbee modifié chez Hue. Et en plus, c'est un truc propriétaire, c'est un Zigbee. Mais du coup, il ne faut pas rentrer là-dedans. Et c'est pour ça que je dis toujours. J'essaie de simplifier au maximum. Non, mais ce que je dis toujours aux gens, il y a deux grandes philosophies. Soit vous allez sur un système qui est un peu propriétaire où les gens ont leur propre bridge. Ok. Et du coup, donc typiquement Philips. Un bridge Hue pour les Hue, un bridge, je sais pas, tu as parlé les serrures. De SmartThings tout à l'heure, qui a été racheté, qui est une société qui a été rachetée par Samsung. SmartThings, c'était une idée de dire, et si on fait un bridge multi-protocole pour que quasiment tous les objets puissent être compatibles avec nous. C'était une idée assez originale. Alors soyez rendez-vous avec nous la semaine prochaine, puisqu'on va vous présenter justement plein de petites solutions qui ne sont pas des bridges, mais qui vont plus loin qu'HomeKit, c'est-à-dire substituer à HomeKit et faire que tous les objets connectés soient visibles sur votre iPhone, votre Mac et votre iPad. Des vrais concurrents, en fait. Des vrais concurrents, et ça marche plutôt bien. Ouais. Attends, juste pour finir, parce que ce que je disais, c'est que donc il y a cette approche philosophique où tu as un bridge et tu es dans un environnement. Et souvent, d'ailleurs, ça fonctionne parce que tu prends par exemple une télécommande de Philips Hue, même si ton Home tombe, il reste sur le réseau Philips et tu continues à discuter dans le réseau. Donc il y a des gens qui disent ouais, mais moi je suis sécurisé, tu vois. Il y a cette approche là. Après il y a ceux qui te disent mais moi je veux un truc qui fonctionne mais quoi que ce soit. Et par exemple il y a des ampoules qui fonctionnent sans bridge. Elles sont Wi-Fi ou Bluetooth et elles discutent directement avec par exemple l'Apple TV. Souvent elles sont un petit peu plus chères, mais elles ont l'avantage de pas nécessiter quelque chose de supplémentaire. Donc tu imagines expliquer ça à mon papa. C'est impossible. Et attends. Mais par exemple, la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même une hétérogénéité d'objets, notamment Philips Hue. Moi, je vois l'autre jour, j'avais plus de connexion. Comme le hub, il a plus de connexion, ton système marche plus. Donc, on a beau te dire, ouais, t'es passé sur Matter, t'as plus ce problème. Bah si, parce qu'en fait, il y a encore des trucs propriétaires à l'intérieur de ces trucs-là. Et c'est juste ce que je voulais ajouter. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, mais du coup, Matter, c'est pire parce que là, on avait deux approches philosophiques. Et Matter est arrivé en se mettant au milieu. Qui est lui très cloud. Et en disant, ben moi finalement, si tu es compatible Matter, tu peux discuter avec moi et finalement, je vais faire cette espèce de passerelle. Sauf que du coup, tu
tu as 3 situations. C'est un peu comme le millefeuille administratif français, tu vois. On avait des trucs avec des C'est là que- départements. D'accord. Des départements, et on a rajouté, on a dit on va supprimer les départements, ça sert plus à rien. En fait, on a fait des cas avec 100 départements, des cas avec des départements et des cas hybrides. Voilà, c'est aussi compliqué que le millefeuille administratif français. Alors maintenant que la base est à peu près technique, est à peu près posée, qu'elle est à peu près assainie, du moins en apparence, car vous allez voir dans les faits, hein, l'émission elle doit être déterminée. C'est un peu plus compliqué. Voyons, on est aujourd'hui HomeKit d'Apple. Est-il capable d'aller beaucoup plus loin avec la gestion des nouvelles familles d'objets connectés? Il y a plein de nouvelles familles qui arrivent. On va vous présenter des serrures, des caméras, des robots. Faut-il investir dans des hubs alternatifs pour assurer l'interopérabilité? Toutes les réponses dans un instant, mais d'abord le busomètre avec Didier. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Mac Forever et du côté d'Apple. Et on commence par un objet connecté, mon cher Didier. Bah oui, le plus populaire du monde, je pense d'ailleurs, les AirTags d'Apple qui ont fêté quelques années déjà et qui passent en version 2. Alors cette semaine, Apple a sorti ça un peu en catimini, c'était rigolo. Et moi, je les ai commandés, je les ai reçus ce matin. Il y a esthétiquement, philosophiquement, enfin, c'est exactement les mêmes produits. Il y a des petites différences à la marge, ils sont un petit peu plus précis, etc. Mais honnêtement, voilà, c'est exactement le même produit. Et d'ailleurs, c'est passé vraiment, tu vois, ils ont mis à jour vite fait, petit communiqué, et c'était plié. C'est étonnant même qu'une mise à jour comme ça n'ait pas été faite avant, parce qu'en plus, aujourd'hui, tu peux les traquer un petit peu plus précisément, hein. Ils utilisent tout l'ultra wideband moderne. Donc, on s'étonnait, parce que la rumeur courait depuis un petit moment déjà. Mais on s'attendait peut-être à un petit truc en plus, je sais pas, faire des AirTags colorés, un truc un peu marrant. Et bon, c'est une mise à jour hardware invisible, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais pas commander cela exprès, quoi. Les amis, on avait émis certaines critiques, et pas que nous, sur les défauts d'AirTag. Alors, soit on veut les utiliser pour suivre nos enfants, mais Apple ne veut pas. Donc, au bout de quelques secondes, il se met à sonner, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Mais on peut couper le haut-parleur. Est-ce qu'on peut? Apparemment, ça, je pense qu'on peut plus. À mon avis, on ne pourra plus le faire. Il y a des risques avec les AirTags, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien vous mettre un AirTag sur la voiture et vous suivre partout, hein. Et donc, Apple essaie de corriger un petit peu les utilisations, les déviances qu'il pourrait y avoir autour du succès de son produit, c'est ça? C'est un produit exceptionnel. Pour moi, c'est un des meilleurs produits Apple. On sait qu'Apple a longuement hésité avant de le sortir. Et on sait même, d'ailleurs, on a eu la preuve, qu'ils ont mis 2 ans. Ils avaient le produit qui était empaqueté. Et le produit, il a été livré 2 ans après. Il y avait la date sur la boîte. Des numéros de série avec la date sur la boîte. Donc on sait qu'ils ont produit, ils auraient dû le sortir 2 ans avant. Maintenant, c'est comme toujours. C'est comme toutes les technologies, hein. Toutes les technologies dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'une nouvelle technologie est arrivée, il y a eu des dérives. Et il y en a qui ont largement abusé, tu vois, qui se servent de ça pour coller sous les voitures, pour traquer. L'autre jour, j'ai une copine qui racontait qu'elle avait trouvé un AirTag dans son sac. J'ai dit, bah, écoute, tu viens de gagner un AirTag. Quoi, tu vois, tu vas le... Non, mais à un moment donné... Donc, c'est-à-dire que normalement, pour éviter ça, il y a un petit haut-parleur et donc il se met à sonner de manière un peu fréquente et puis il envoie des alertes. Mais tu peux le couper, oui. Ouais. Mais là, a priori, sur l'ancienne version, on pouvait... Il y avait quelques tutos sur Internet qui permettaient de couper le haut-parleur. Là, a priori, c'est plus... Vous avez eu le temps de regarder si c'est toujours le cas ou pas? Non, apparemment, ce qu'ils ont essayé de faire, si j'ai bien compris, ils ont essayé de faire un truc où s'ils se rendent compte que le haut-parleur ne répond plus, tu vois, ils désactivent. Bon, après, c'est toujours la même chose, tu vois. On va essayer. Non, mais Didier connaît bien les voitures autonomes, les voitures électriques, et dans les voitures électriques, il y a le même problème, c'est-à-dire qu'en fait, on veut que quand elles roulent à basse vitesse, il y a cette espèce de bruit, ce qui est quand même une aliénation, c'est-à-dire qu'il y a des voitures hyper bruyantes qui sont les voitures thermiques, et on arrive à des voitures silencieuses, on se dit ah ouais, mais elle est trop silencieuse, on va lui faire un bruit pour éviter pas que d'écraser les piétons. Ouais, bon, je veux dire, mentalement, tu te dis on est quand même un peuple de demeurés, les humains, hein, donc tu réduis le problème. Non, mais pour répondre à ta question... Et attends, juste pour le truc, moi ce bruit me rendait fou, donc un jour j'ai dit dans ma voiture, je vais le désactiver. Ouais. Et en fait, dès que tu le débranchais, en fait, ce qu'il disait, ah, il y a un défaut parce que le truc est débranché. Donc la technique, c'était soit de brancher une résistance pour faire croire qu'il était encore là, soit de coller un bout de carton, parce que c'est un haut-parleur qui fait le bruit. Donc en fait, tu te rends compte de toutes les contournements pour arriver. Donc il y a quelqu'un qui va te rendre compte que si tu colles une résistance de X ohms qui simule le haut-parleur, tu vas y arriver. Et aujourd'hui, une résistance de microsurface, c'est tout petit. Et donc, c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. T'as quand même une alerte sur le téléphone. Hein, ah oui, tout le temps. C'est-à-dire que dès que tu es suivi... Il va arriver quand même. Donc le voleur, il sait qu'il a volé le truc. Parce quoi qu'il advienne. Non, mais mon fils, quand il est avec moi, ou qu'il oublie ses AirPods à la maison, il me dit, vous avez des AirPods qui vous ont suivi toute la journée.
Tu vois, c'est déjà le cas. Et sur Android, tu as la même chose, c'est-à-dire que tu peux avoir une application pour détecter justement les AirTags pour le faire. Maintenant, bien évidemment, tu n'as pas envie de faire ça, tu vas sur Internet, tu tapes sur Amazon, tu dis je veux l'équivalent d'un AirTag non détectable et tu vas trouver plein de gens qui vendent des trucs. Donc c'est pour ça que je suis plus sur l'éducation et le fait d'être vigilant que sur le fait de... Ouais, en sachant que de toute façon, comme disait Didier, en fait, au niveau logiciel, tu sais quand même, tu prends en connaissance très vite en fait que tu as le AirTag, donc il n'y a pas, y a pas d'enjeu quoi. Et même côté Android, ça commence à notifier, etc. Si tu donc, le mets sur ton pare-choc arrière, tu n'auras pas l'alerte. Hein. Oui. Ouais. Wow. Oui. Si normalement, si tu es détecté à proximité, normalement tu dois. Enfin, si ton téléphone porte jusque là, et normalement ça doit être le cas. En fait, à moins que tu aies une très longue voiture. Quand tu vas ouvrir ton coffre pour mettre les choses oui, dedans. peut-être. Tu vois, plusieurs fois tu vas couper et trucs, ils vont te dire c'est. Les gars, ils n'ont pas fait ce produit pour ça. Hein. Le produit, en fait, là, il est exceptionnel. Ce produit, moi, il corrige la version numéro 2, elle corrige deux problématiques. On n'a pas dit à quoi ça sert, tu as raison. Voilà, la première problématique, c'était de se dire, ok, j'ai une vague idée en fait de la. Où sont mes clés, bordel ? J'ai une vague idée du positionnement de mes clés quelque part, donc c'était plus ou moins précis en fonction de là où tu étais et de tout le contexte dans lequel tu baignais. Ici, en fait, ça va être beaucoup plus précis parce qu'ils utilisent un Bluetooth de proximité. Donc tu vas pouvoir vraiment avoir usage sur certains appareils, parce que par exemple, je pense que le 16E est pas compatible et ce genre de choses. Donc il faut avoir la puce en fait de Bluetooth de proximité. Et l'iPhone va vous guider au plus près ou l'Apple Watch d'ailleurs. Extrêmement, de façon extrêmement proche. Et puis l'autre chose en fait, c'est qu'effectivement, il va y avoir ce haut-parleur qui va être plus puissant aussi et qui est drôlement intéressant quand tu le fais sonner en fait parce que tu veux justement le trouver. Quand tu avais le exactement. Tu l'entendais à peine, tu savais pas par où le regarder, tu vois, c'était difficile à localiser. Ici, c'est 5 fois plus fort, quoi, tu vois. Donc, tu veux une histoire amusante ? Ouais. Vas-y. Je l'avais perdu. J'étais à une opération là avec de l'automobile à Flaine, là, donc à la montagne. Il avait beaucoup neigé et j'avais perdu mon AirTag dans la neige. Impossible de le retrouver. Justement, il sonnait pas. Enfin, j'arrivais pas du tout à le faire sonner. Je suis revenu au printemps et je l'ai retrouvé avec le son. Mais oui, il a fait une vidéo et tout dessus. Il y a des trucs qui, ouais, la vidéo a cartonné parce que évidemment, ça a buzzé un peu, mais c'est drôle parce que cette histoire, c'est quand même que le produit, non seulement il résiste bien à l'eau et tout, mais en plus il a dû se faire écraser par des voitures, des chasse-neige. Enfin, il était vachement plus loin. Ouais, il s'est fait balader. Et bah quand même, c'est un truc de fou. C'est un caillou le machin. Allez, après les AirTags, on enchaîne avec le nouveau Siri, Didier. Oui, alors c'est vraiment le sujet du moment, depuis qu'Apple a dit qu'ils allaient intégrer donc Gemini de Google. En fait, on pourra avoir un lancement un peu en 2 temps. On ne connaît pas exactement tout ce qu'il y a derrière techniquement, mais globalement, on aurait une espèce de première version de Siri dans iOS 26.4, si je ne dis pas de bêtises, qui serait la version un peu qui nous avait promise à la WWDC. Donc Siri capable de voir un petit peu ce qui se passe à l'écran, de comprendre le contexte, etc. Donc c'est vraiment ce qui aurait dû arriver en gros il y a à peu près 1 an maintenant. Et un deuxième temps, donc sans doute avec la prochaine version d'iOS qui sera présentée en juin. Là, on aura peut-être effectivement la première bêta avec le vrai Gemini dedans, avec un espèce de chat GPT à intégrer à l'iPhone, ce qu'on attend tous maintenant. C'est un peu bizarre de faire ça en 2 temps. Moi, je me demande s'ils n'auraient pas mieux fait de mettre tout d'un coup, parce que si le premier est décevant, alors les gens vont mettre à jour, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce Siri, puis il n'y a pas vraiment Google. Enfin, en plus, les gens sont habitués à ChatGPT maintenant. Donc je sais pas si c'est très malin en termes de com de faire ça, mais on verra ce que ça donne. De toute façon, et en termes de calendrier, ça donnerait quoi au printemps peut-être déjà, au moins aux États-Unis, un nouveau Siri. On ne sait pas s'il pourra être tout de suite adapté à la France. Et au mieux pour la WDC, voire la rentrée, la version 2, c'est ça ? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que tu te dis, le timing là, il est un peu bizarre parce qu'on est déjà en février, le temps qu'ils fassent les bêtas, il va y avoir 1 mois, donc ça va sortir en mars, peut-être qu'aux US, donc nous on va l'avoir peut-être avril-mai, et après en juin, on aura la bêta publique. On me souviens dans l'oreillette qu'ils ont déjà commencé depuis quelques mois, tu sais, c'est pas 15 jours, mais bon. Non mais c'est sûr, mais c'est vrai que c'est bon cette histoire de... Messieurs, très vite, au sujet du nouveau Siri, vous n'étiez pas avec nous sur cette thématique-là, donc c'est l'annonce de ce début d'année. Google Gemini va motoriser donc le nouveau Siri qui devra donc arriver très très vite apparemment.
une réaction très rapide, si vous Oui, pouvez. c'est pas Gemini en lui-même, mais un modèle qui va être entraîné pour Apple, effectivement. Et c'est une excellente chose de l'avoir intégré parce qu'ils vont avoir leur propre modèle, ils vont pouvoir faire un upgrade directement. Ils avaient un peu de retard. Ici, ça va pas être. Un peu, ça c'est va... gentil. Mais ça leur coûte, Voilà, ça ici- leur coûte rien. Les autres ont dépensé des milliards. Et ils vont arriver, profiter ils vont, aujourd'hui, et eux, ouais. ils vont cueillir les fruits. Mhm. Ils vont faire ce que je vous dis depuis le début. Ils vont intégrer l'IA dans tout ce qu'ils font. Et tout le monde aura été là, voir jouer les Cassandres. Hey, Apple est perdu, Apple. Je pense à Rémi. Hein. Salut Rémi, hein, tu nous écoutes. Et non, Apple va arriver et à la fin, ils vont siffler la fin de la récréation. Tu ne penses pas qu'ils ont besoin de leur propre IA à terme que c'est... Mais À terme, peut-être. ils font déjà leur propre IA sur les sujets qui les intéressent. Non. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un pis-aller Gemini pour combler le retard et qu'à terme, une fois qu'ils auront compris ce qui va pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc., ils développeront leur propre IA parce qu'ils ont aussi besoin de développer leur propre IA générative et l'héberger sur leur propre infrastructure, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Bon, c'est déjà un peu leur propre IA dans le sens où, comme je le disais, c'est un modèle qui leur est dédié et dont ils vont On va décider pas les faire de caractéristiques. sémantique, mais ce n'est pas leur IA. Non, c'est pas leur IA, mais En fait, Non. non, c'est leur- non, mais juste une petite seconde quand même, parce que c'est hyper important. Gemini, en fait, c'est effectivement l'intelligence artificielle de nos amis de chez Google, l'une des intelligences artificielles, qui utilise un modèle. Apple, Gemini, enfin Google va réentraîner un modèle, donc c'est-à-dire tout le cerveau de l'intelligence artificielle pour Apple. Et c'est Apple qui en définit les caractéristiques. Donc si, c'est leur IA, c'est leur façon de voir le monde en fait. Je ne crois pas qu'ils rediffusent les caractéristiques, simplement ils veulent Si. garantir que la confidentialité des données, hein, mais tu verras, ce je sera suis d'accord avec un Christophe. copier-coller de Non, Gemini. tu hein. verras, je suis d'accord avec Christophe, tu verras qu'il y aura plein de choses, on en a parlé avant l'émission, qu'on ne trouvait pas sur Apple, et tu verras qu'il y a plein de choses qu'on ne trouvera pas, alors que tu arrives à les trouver à la marge sur Gemini. Oui, Par exemple, tout ce qui touche en dessous de la ceinture, par exemple. Donc, je suis, encore une fois, tout le monde est en train de se battre. On a OpenAI qui est une pyramide de Ponzi hein, pour l'instant. en termes de coûts, de En termes de coûts, d'investissement. aujourd'hui, il faut bien imaginer, hein, c'est dans la famille des IA, qu'il y a des choses qui se dessinent. Tu vois, c'est Warren Buffett qui disait, c'est quand c'est à marée basse qu'on voit ceux qui étaient tout nus. Et là, j'ai l'impression que dans l'IA, c'est pareil. Et Apple, le choix qu'a fait Apple, c'est de se dire, on fait le choix du pragmatisme et on considère l'IA comme une commodité. On va attendre qu'ils s'étripent tous et à la fin, les survivants, éventuellement, on verra soit on rachète un blessé mais pas encore mort pour pas cher, soit on prend celui qui marche bien. Et tu vois, non, moi c'est ma philosophie. Et depuis le début, je le dis, tu pourras pas dire que. Didier, on parle des MacBook Pro maintenant. Ouais. Il y a beaucoup à dire sur l'IA. Oui, alors les MacBook Pro, ce qui intéresse pas mal de monde, ça reste quand même un des produits Apple les plus vendus. En tout cas, c'est parmi les Mac les plus vendus. Donc, ils sont pas passés encore à la puce M5. Enfin, en tout cas, M5. Il y a le M5 Pro là qui est sorti en fin d'année, mais on n'a pas les Max. On n'a pas non plus de puce Ultra encore. Donc, ça devrait arriver là, a priori, au premier trimestre, donc assez vite. Potentiellement assez rapidement. Ouais. Ouais, je pense que c'est autour du printemps en général, hein, donc effectivement, mais sans gros changement en fait en termes de machine, donc voilà un upgrade de puce assez classique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu dans la même rumeur là, on nous dit que les MacBook Pro M6, donc M6 Pro, etc., vont sortir en fin d'année et que cette fois Apple va nous mettre ce qu'on demande un petit peu, notamment les écrans OLED, peut-être un nouveau design aussi un petit peu des machines. Et c'est vrai ça que dit même j'ai lu, hein. Ça serait top. Oui, alors en fait, bon, après c'est des rumeurs qui sont très récurrentes, donc les MacBook Pro OLED, on les voit arriver depuis un petit moment, et en fait tu peux te dire aussi, finalement regarde le MacBook Pro M5 il est sorti en fin d'année, mais on avait juste le M5 normal, le M5 Pro il sort après en début d'année suivante, etc. Donc je pense qu'ils vont garder à peu près le même calendrier. Ils ont fait une fois de mettre à jour les MacBook Pro, je crois 2 fois dans la même année, ça a assez grincé des dents comme ça, donc je pense qu'ils vont garder leur stratégie d'une puce par an comme ça. Ce qui me fait vraiment envie, c'est plus tout le reste à côté, c'est de se dire peut-être un nouvel écran, peut-être un MacBook pas cher, tu vois, il y a beaucoup de choses là dans les rumeurs qui arrivent, il y a beaucoup de Mac qui sont censés arriver cette année quand même. On parle à nouveau de John Ternus. Oui, parce que en fait c'est a priori le successeur désigné de Tim Cook, en tout cas
c'est ce qu'il dessine aujourd'hui. Donc là, il reprend un petit peu la tête du design chez Apple, qui est quand même le département que Tim Cook avait mis vraiment sur un piédestal avant que Johnny Ive quitte la baraque. Et effectivement, Ternus reprend les rênes. Il y en a qui pensent que c'est un poste un peu temporaire. Hein. On te fait monter pour finalement arriver à prendre le poste de CEO. Il fait Tim l'état des Cook lieux serait de chairman. Cupertino, c'est ça? Il fait un état des lieux Oui, et de puis toutes les... peut-être que c'est un test aussi, tu vois, par rapport aux équipes, par rapport. Il a l'air d'être quand même quelqu'un qui est pas trop clivant en interne. En tout cas, on n'entend pas trop des choses comme ça pour l'instant. Et puis, il connaît bien tous les produits, il l'a depuis un petit moment. Enfin, c'est une espèce de suite logique de Tim Cook. Espérons qu'il soit un peu plus disruptif, voilà, sur la partie produit. Mais c'est quand même plus un homme de produit que Tim Cook. Déjà, je pense si c'est effectivement le cas, il sera quand même beaucoup plus impliqué dans la création des produits et dans les choix aussi qui sont faits, parce que C'est pas dur. voilà. On reparle C'est souvent ce d'Intel. qui est reproché à Tim Cook. On reparle d'Intel en dernière rumeur. Retour d'Intel chez Apple. Intel Inside is back. Écoute, oui, alors vite fait, parce que en fait, aujourd'hui, on a quand même des problèmes un peu géostratégiques pour Apple. Hein. On le voit avec l'IA, ils ont du mal à accéder à la mémoire. Ils veulent essayer de ramener TSMC voilà, sur le continent américain, mais TSMC ne veut pas mettre les dernières technos non plus. Mais il y en a un qui a quand même des usines aux États-Unis, et qui fait des puces depuis pas mal de temps. C'est quand même Intel, qui a été un partenaire d'Apple pendant quand même. Voilà, pas mal d'années, et effectivement qu'aurait des capacités de gravure. Et ce qui est amusant quand même dans toute cette histoire, c'est que ces machines-là qui font de la lithographie, là, c'est des machines européennes. Moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'en Europe, on n'ait pas un peu de compétition là-dessus, hein, sur vraiment la finesse, là, aujourd'hui, autour du nanomètre. C'est assez étonnant, tout ça. Mais parce que c'est pas uniquement une question de machine, hein, c'est du savoir-faire, c'est beaucoup de choses, du développement derrière. Les usines coûtent très cher aussi, hein. Je crois que les usines de TSMC, on parle de 9 chiffres, donc c'est pas rien. Et donc oui, Intel pourrait éventuellement aller graver des puces chez Apple, mais ce serait peut-être pas les dernières puces, quoi. Ce serait des puces peut-être pour uniquement certains appareils, peut-être les Apple TV, les choses comme ça. Donc avec un niveau de gravure un peu moins élevé que les derniers iPhones. Bah évidemment, parce que si c'était le cas, Intel pourrait déjà graver pour Nvidia, pour tout un tas de gens, et ils se priveraient pas vu la manne derrière. Et ils en ont plutôt besoin. Merci Didier pour ce nouveau Busomètre. On te retrouve dès la semaine prochaine, comme chaque semaine, dont on refait le Mac. Allez, avant de retourner à la maison connectée et aux nouvelles perspectives et promesses que propose HomeKit, un petit mot au sujet de notre sponsor cette semaine. Il s'agit de Scapad. Scapad, c'est une nouvelle marque française qui propose pas mal d'accessoires très sympas pour vos produits à la pomme croquée, avec notamment un sac à dos, pour le moins original de son nom, l'Airpack. C'est l'un des premiers sacs à dos connecté, traçable, compatible avec Apple localisé, Find My, ça tombe bien, c'est le thème de l'émission, les objets connectés. Pas besoin d'ajouter des AirTags, il est localisable depuis votre iPhone, il émet une alarme sonore où vous indique le chemin pour le retrouver, et contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas une pile mais une batterie, et ce qui est génial, c'est qu'il est rechargeable sans fil en MagSafe, cette batterie. Il suffit pour ça de poser une batterie et recharger votre sac. C'est assez étonnant et vous êtes tranquille pour plusieurs semaines. Et il intègre également un cadenas à code homologué TSA pour verrouiller, bien sûr, votre sac. Contenance 28 litres. Il peut notamment héberger un MacBook Pro jusqu'au 16 pouces via une poche recouverte d'une douce peluche, mais aussi une seconde pour l'iPad. Son prix est normalement de 149 € pour vous qui regardez On refait le Mac. Scapad vous propose une réduction de 50 €, son prix passant à 99,99 €. Pour en profiter, rendez-vous sur le site de Scapad et entrez le code promo ORLMRPAC. Le lien est dans la description de la vidéo, encore en flashant ce QR code tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Une fois votre premier achat finalisé, vous disposez d'une remise supplémentaire de moins 25% sur toute la gamme Scapad. Un mot également au sujet de notre sponsor NordVPN. On va parler beaucoup, on parle beaucoup de maisons intelligentes ce soir dans cette émission, mais un point qu'il ne faut pas négliger, on en a parlé déjà, c'est celui de la sécurité. Déployer des objets connectés représente un vrai risque de piratage, car c'est un point d'accès souvent identifié et facile à hacker aujourd'hui pour pas mal de pirates. Bon nombre d'appareils IoT représentent des vulnérabilités, comme par exemple, on l'a dit, partager des identifiants par défaut, admin, mot de passe, et sont toujours les mêmes. Ils sont également d'excellentes hôtes de logiciels malveillants, on en parlait également avec Christophe à l'instant. Sans oublier le fait que bon nombre de ces appareils sont connus pour récolter des données par leurs fabricants, pour améliorer soi-disant leur fonctionnement, mais aussi pour
pour violer votre vie privée, votre confidentialité, bref, pour s'en prémunir. Et il est préférable d'installer un VPN, non pas sur votre Mac ou sur votre iPhone uniquement, mais également au cœur de votre réseau, sur votre routeur ou votre routeur Wi-Fi. C'est ce que propose NordVPN qui parraine cette émission et qui permet d'installer un VPN sur un routeur et même sur une box Internet comme la Freebox, pour ne pas la nommer. Une fois configurés, tous les appareils connectés à votre Freebox seront sécurisés, y compris tout votre écosystème de la maison intelligente. Et bonne nouvelle, grâce au RLM, vous bénéficiez de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, offre uniquement disponible en cliquant sur le lien en description ou en flashant ce QR code. Merci à NordVPN de soutenir ORLM. Allez, retour à la maison connectée et aux promesses de HomeKit. Les amis, une des promesses de HomeKit et d'Apple, c'est la mort annoncée des clés physiques. La tendance, c'est vraiment la serrure connectée et Apple propose vraiment une solution autour de ça. Oui, effectivement, tu n'avais pas de serrure connectée avant dans HomeKit et aujourd'hui, ils ouvrent vers ce nouveau type d'appareillage et évidemment, en fait, avec toute la sécurité qui va bien, comme Apple le pense régulièrement. Ça, on le doit surtout à HomeKit et à Meter aussi. Donc, oui, on a vraiment... tout à fait. Et puis, ce qu'on va voir un instant, ce qu'on appelle les passkeys. Ouais. C'est vraiment... parce que là... Mettre une serrure connectée, de ne pas être sûr à 100% de ne pas se la faire pirater, c'est quand même là, il y a un modèle G derrière toi qui est celle de Nuki, donc a priori, il n'y a pas de problème avec celle-là, mais il faut faire attention sur le modèle de serrure qu'on va acheter. C'est excessivement sensible, c'est comme les caméras, tu vois, dont on parlait, ça va être extrêmement sensible. Et effectivement, ici, moi, faire confiance à Apple avec toute cette approche de la sécurité, effectivement, comme tu le disais, Meter, en fait, qui est lui-même sécurisé, ou en tout cas le plus possible, et puis derrière, on sait que Apple ne va pas laisser les choses en plan au niveau de la sécurité dans HomeKit. Moi, je trouve que ça fait plutôt plaisir. Et a priori, cette serrure, une fois que, comme elle est Meter, elle est compatible avec HomeKit, mais si tu as un Alexa comme dans celui qu'on a incrusté derrière moi, qui est le dernier Alexa Echo 21 de mémoire, tu peux aussi demander à Alexa de fermer ta porte, l'ouvrir. Ça marche avec Google, c'est vraiment universel. Ouais, normalement, oui. Moi, ce que je voudrais juste ajouter quand même sur la partie Apple, c'est... il y a du bashing, on aime bien bâcher Apple, c'est ton meilleur ami dont tu te fous de la... Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Il faut quand même reconnaître qu'Apple, il y a certains domaines où ils excellent. Okay, si on prend par exemple le paiement en ligne, Apple Pay, et technologiquement, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et on est à des années-lumière de tout ce que fait la concurrence et surtout de ce que fait Google. C'est-à-dire que personne ne sait, même Apple ne sait pas et la banque ne sait pas. Dans Passkey, il y a un peu le même état d'esprit. Tu vois, de se dire, on a un portefeuille, on est capable... à HomeKey, là, on n'est pas encore à Passkey. Mais... Tu as cité Passkey, c'est pour ça que je me permettais de donner ce concept, de dire, on est un peu dans le même état d'esprit. L'analogie est intéressante. Ouais. Ils veulent transformer l'iPhone comme pour Apple Pay, mais en fait l'iPhone c'est votre clé. Devient ta clé. On approche et c'est ça, c'est le concept d'HomeKey de clé à domicile. Ouais, c'est ça le parallèle que je pense c'était. Donc on approche l'iPhone de sa clé, même si l'iPhone est éteint où il n'y a plus de batterie, ça fonctionne quand même parce que j'ai pas mal d'amis qui sont geeks, qui ont installé des clés connectées, mais qui avaient plusieurs téléphones, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, ce qui était un problème, même s'il y a des pavés tactiles maintenant pour le faire. Tu as la même chose quand tu utilises ton téléphone pour le pass Navigo, par exemple. Ou ta voiture. Ou ta voiture, tu n'as plus de batterie, mais malgré tout, ça passe quand même. Et la clé apparaît, d'ailleurs, tu parlais de... Dans ton... Alors, ça s'appelle ça wallet en anglais. En anglais, c'est wallet. Carte. Ça s'appelle carte simplement d'iOS 26. Je suis désolé, moi j'ai accepté mes excuses. Tu peux être désolé. Comme j'ai mon OS en anglais, après du coup tu perds les habitudes de... Alors comment rassurer notre audience, comment garantir que la sécurité de cette clé numérique, il n'y a pas un risque de l'avoir piratée? C'est ça les fameuses passkeys d'Apple? Ouais, tout comme ton téléphone avec Apple Pay. Donc ça, c'est pas qu'Apple qui a fait des passkeys. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans le même état, c'est la même philosophie. Donc là, à nouveau, en fait, on entre dans une particularité, en fait, comme on le décrivait. Effectivement, d'un côté, en fait, on a HomeKit avec HomeKey, et donc on rend compatible en fait des clés virtuelles avec HomeKit, donc l'application maison. Ouais. Et effectivement, après, on a les passkeys qui, elles, sont des standards universels qui te permettent d'être reconnu auprès d'une serrure intelligente. Donc il n'y a pas de code à définir, pas de clé à copier, pas de mot de passe à voler.
C'est ça. Mais c'est la même chose aujourd'hui sur les logins. Il y a énormément de sites. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que c'est quelque chose de totalement transverse à l'industrie du software. Un des problèmes, c'est qu'avant, on avait un login password. Puis on a commencé à dire, bon, ton password petit, il est facile à craquer. Donc on a dit, il faut que tu fasses des passwords qui sont beaucoup plus longs. Le problème, c'est que les gens utilisaient toujours le même. Donc et tu vois, je ne sais pas si tu as vu les hackings des fédérations de sport en France, ce qui se passe. Tu te rends compte que tout le monde, c'est la porte ouverte au hack. Et ce qui est en train de se passer, c'était de dire, et si on prenait le problème à l'envers, c'est de dire en fait, ton terminal et le site avec lequel tu te connectes acceptent on va dire une clé entre les deux. Et si tu débloques ton téléphone avec quelque chose de solide, donc par exemple ton Face ID, ton mot de passe, à ce moment-là, on sait que tu es sur ton téléphone et donc je vais pouvoir me connecter à distance à quelque chose d'autre. Et donc, le seul risque, c'est qu'on te vole ton téléphone et qu'on ait ton mot de passe, quoi. Ouais, ou qu'on te force à te mettre devant l'écran. Mais bon, du coup, dans ce cas-là, on te prend les clés de la maison aussi. Hein. L'avantage également de cette technologie, c'est qu'on peut donner accès, limiter un accès. Par exemple, si le studio est équipé d'un système de clé HomeKit, on pourrait très bien donner l'accès pendant quelques jours à quelqu'un. Et c'est super pratique. Et le révoquer après. C'est ça, exactement. Donc demain, effectivement, tu as un Airbnb, par exemple. Ouais. Tu lui passes la clé pour les 2-3 jours où la personne est là. En fait, tu lui envoies un message. Et la personne... Donc la clé se charge dans son wallet, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il va pouvoir entrer pendant 2-3 jours et puis après, c'est terminé, quoi. Donc on délègue des droits en fait, d'accès, on ne prête plus sa clé. Alors, on va faire un petit tour d'horizon des serrures qui sont compartimenteurs et qui créent ces fonctionnalités. Donc, la référence aujourd'hui, tu nous en as beaucoup parlé, c'est un peu tes chouchous, Laurent, c'est Nuki. Je vais te prendre, allez te chercher allez juste derrière toi, si tu veux aller la prendre, Christophe, vas-y. Alors en fait, pourquoi j'aime beaucoup Nuki ? Parce que Nuki, ils ont fait avant tout le monde une clé, une serrure en Europe. Le problème qu'on avait, c'est que il y avait des serrures aux États-Unis, il y avait une dizaine de serrures aux États-Unis et il n'y en avait pas en Europe. Et eux, ils se sont lancés. Quand on voit les gens de chez Nuki, moi j'ai rencontré le CEO, j'ai rencontré le directeur technique de Nuki, c'est des gars solides, c'est des Autrichiens. Tu vois, il y a une espèce de rigueur, dans le concept. Et les gars, ils se réinventent tout le temps. Ils ont trois philosophies qui les animent. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est la fiabilité. Et la troisième, c'est l'usabilité. Et tu vois, ils ont par exemple fait un protocole pour se connecter directement à Airbnb pour pouvoir gérer l'ouverture depuis Airbnb. C'est assez marrant comme on voit bien l'appellation Matter et l'appellation Apple Home. Alors, elle a bien évolué, la Nuki. On le voit, c'est plus ce gros truc énorme qu'on devait mettre au dos de la... L'idée, c'est qu'on vient emprisonner la clé du côté de la maison, si vous êtes dans le couloir. Vous ne changez rien sur votre porte d'entrée. On vient emprisonner la clé. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus discret. Ouais. Et évidemment, ça adopte les dernières tendances de tout ce qu'on a décrit à l'instant avec la révocation, la facilité d'avoir les clés dans Apple Home ou attribuer un code provisoire. Ça, c'est géré. Hein. Mais ça coûte un petit peu... Un petit peu plus cher qu'une souris. Ouais, il te change quand même le canon. Hein. Du coup, ce modèle a un canon, ce qu'on appelle un canon européen qui va avec. Ouais. Et donc voilà, on le voit à l'écran. Par contre, c'est assez génial. Il y a une seule problématique. C'est pour ça qu'ils ont gardé les deux modèles. C'est que par exemple, quand il y a des canons qui sont pas compatibles ou que tu as, c'est pas la Ultra qui change avec le lock intégré. Non, c'est la Smart Lock. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est la Smart, normale. voilà. Et en fait, moi par exemple, j'ai la Pro, celle-là. Celle-là, tu ne changes pas le canon. Il y a une série de clés des deux côtés, tu vois, qui ouvrent deux portes chez moi, tu vois, la porte arrière et la porte avant. Et du coup, pour ça que j'avais gardé le modèle qui se connectait dessus. Je vais tester le Pro. Ouais, Didier, excuse-moi, tu n'as pas beaucoup parlé. Non, pas de souci, mais je trouve que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas mis ces clés. C'est que oui, on facilite maintenant. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites. Hein, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser des applis propriétaires. Nuki, on utilise tous l'appli là. Voilà, on se partage les trucs. Ça marche aussi. Hein, tout marche bien. C'est quand même sécurisé et tout. Donc, mais je dirais que le problème de ces smart keys, enfin de ces clés intelligentes numériques, c'est surtout de l'installation. C'est-à-dire, déjà tout le monde n'habite pas dans une maison.
Il y a souvent les immeubles, donc dans les immeubles, tu as quand même la clé d'en bas, donc ça te supprime pas toujours toutes tes clés. Je vois par exemple, moi j'ai longtemps habité en Suisse. En Suisse, il y a quasiment pas les badges d'immeubles ou les codes, hein. C'est des clés qui passent, tu sais, qui font les passes. Ils t'ouvrent toutes les portes et puis jusqu'à ta maison. Et donc, par exemple, pour ces trucs-là, c'est pas hyper utile à la fin parce que tu es obligé de toute façon d'avoir une clé. Il y a aussi l'histoire des barilets, on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, quand tu es en location, dans les immeubles, il y a des trucs que tu peux pas changer, des trucs 3 points, tu peux pas les changer non plus. Ça pose quand même beaucoup de soucis, je trouve, physiques au niveau de l'installation. Il faut les recharger. Les gens ne le savent pas, mais moi, je recharge mon truc tous les. On l'utilise beaucoup au bureau, hein, donc on la recharge quand même aussi assez souvent. Il y a des fois, tu vois, au bout d'un moment, tu la retires et tout, ça se décolle de la porte. Enfin, on n'est pas encore. En fait, l'intégration ultra, ce serait que les portes intègrent ces trucs-là. Et ça, on n'y est pas encore parce qu'en fait, les clés, c'est un truc. Tu as encore des maisons qui ont 100 ans, 60 ans avec des clés des années 60. Et en fait, c'est un truc qui, pour les geeks qui habitent en villa, tout va bien. Hein. Mais tu vois, par exemple, mes parents, là, ils ont dans leur chalet, là, qui est pourtant récent, que je me sens visé, c'est normal. Tu peux pas mettre une clé dans la porte côté maison. Si tu mets une clé côté maison, tu peux pas ouvrir la porte de l'autre côté. C'est vrai. Donc en fait, tu pourrais le faire avec la clé automatique, mais du coup, ça veut dire que tu peux même plus rentrer chez toi avec une autre clé. Donc il y a plein de systèmes comme ça. Et en vrai, c'est un bazar sans nom. Donc, si tu as de la chance et que tu peux changer ton truc, ça va, mais sinon... Il y a une technique, c'est à tester, hein, mais 9 fois sur 10, si tu limes la clé intérieure, si tu enlèves 5 mm ou 6 mm de la clé intérieure, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, ce qui se passe souvent, j'ai appris ça en Corse. Que tu ne peux pas rentrer la clé physiquement. Et du coup, ça bloque. Mais du coup, la clé, à partir du moment où elle est dedans, ça fonctionne. Moi, je l'ai fait 2 fois. C'est pas que c'est notre chouchou, mais un peu quand même. Mais justement, la spécificité du Smart Lock Ultra, c'est aller vers ce que tu tends, Didier, avec un ensemble qui s'harmonise beaucoup mieux avec une porte traditionnelle, puisque tu changes le canon. Tu n'as plus cet énorme moteur avec les piles à l'intérieur ou la batterie comme auparavant. Et on y va, mais c'est vrai que changer une porte, tu vois, c'est quand même un sacré coup. Non, mais il a raison, hein. Il y a des portes où tu dois lever la poignée pour ça c'est fermer. très européen, ça. Oui, il y a des portes. Non, mais il y a plein de... Par exemple, moi j'ai une maison où j'ai pas de porte d'entrée, j'ai que des portes-fenêtres. Donc il fallait ouvrir un store et après tu ouvrais ton store. C'est une villa de geek. Et ça, tu peux pas ouvrir. Non, mais en fait, il n'y a pas de choses simples quand même dans les clés. Hein. C'est des trucs qui ont hérité depuis des années. Et c'est un vrai problème, quoi. Et c'est une des raisons, juste pour ajouter, pour lesquelles aux États-Unis, en fait, c'était beaucoup plus simple parce qu'en fait, ils ont les serrures. Oui, les fameuses portes que tu tournes sont uniformisées. Alors, elles sont pas tu donnes un coup d'épaule, tu l'enfonces un peu la porte. Elles sont pas du tout sécurisées. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours cette image du policier qui ouvre avec la carte qui bleue. crochette, hein, non mais qui crochette, parce que c'est pas du tout, c'est juste un coup d'épaule, un pen façon qui sort pour bloquer. Donc c'est pas du tout, on n'a pas le type de sécurité comme on a nous en Europe, mais néanmoins c'est pour ça qu'il y a eu cette différence sur les deux marchés. En tout cas, voilà, si vous envisagez d'investir dans une série connectée, c'est vraiment pratique, moi, pour les enfants quand ils rentrent de l'école. En plus, je reçois une notification, donc je sais quand les enfants rentrent. Je sais si la porte, on a oublié de la fermer à clé. Mais tu n'as pas besoin de serrure pour savoir ça. Il suffit mais même dans les bureaux, hein, tu n'es pas obligé de refaire des clés quand tu as des gens qui viennent. Exactement. J'en sais rien, tu vois, nous on a des alternants et tout, ils viennent, tu leur fais le truc pendant 6 mois. Tu as la femme de ménage, tu peux lui donner l'autorisation pendant 2 heures par semaine. À investir c'est génial. Un petit peu plus si vous envisagez d'aller dans une série connectée. Il y a Nuki, mais il y a aussi Akara qui est un petit peu moins cher. Il y a la U200 également qui a un design un peu plus classique cette fois-ci, un peu plus volumineux, qui est livré également avec un kit avec un petit pavé numérique et un système de reconnaissance d'empreinte. Donc c'est également compatible avec Matter et notre ami HomeKit. Mais voilà, donc n'hésitez pas plutôt à investir dans ces solutions-là. On avait aussi Netatmo racheté par Legrand qui avait fait un modèle, mais c'était une approche un peu originale. Ouais. C'était pas vraiment connecté, mais c'était une clé. C'était une clé qui permettait de connecter. Donc c'était un peu plus, c'est à la marge de tous ces sujets. Je crois que ça fait un peu un bide. Ça fait pchit. Ça fait pchit, comme dirait Jacques. Parce que en fait, elle n'est pas motorisée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas actionner à distance l'ouverture ou la fermeture. Par contre, tu pouvais déclencher à distance le fait qu'elle s'ouvre, mais pas le fait qu'elle pas la poignée. Pas la poignée, donc c'était... Mais bon, garder une clé, Mais du coup, tu avais forcément... Non, mais tu peux toujours garder ta clé, hein. On l'a pas dit, mais avec ta serrure connectée, tu gardes toujours la clé, tu peux toujours mettre ta clé et ouvrir ta porte. Hein, bien sûr. Moi, avec mes Nokia, j'ai toujours un jeu de clé. Ça nous a sauvé la vie clé. ici parce qu'on n'avait pas changé les piles de notre serrure. Sinon, il y a des solutions pas trop... Et on pouvait plus rentrer. Ouais, voilà. C'est ça. Sinon, il y a des solutions pas trop chères comme TD aussi, qui fonctionnent en Wi-Fi et en Bluetooth quand on est à proximité, si on n'a plus de Wi-Fi. Donc, il y a un tas de choses qui existent en fait. Je voudrais quand même donner une info sur la sécurité, très importante. Il faut se méfier quand on met en place ces serrures d'un point.
c'est que tu peux dire à ton HomePod, ouvre la porte d'entrée. C'est vrai. Donc ça veut dire que, par exemple, l'été, tu fermes ta porte, mais tu laisses les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud, tu vois, Mais t'es sûr de ça moi, parce que tu vois, pour la je suis certain, j'ai fait la démonstration. Juste un exemple. Dernièrement, ma porte de garage, elle ne s'ouvre pas si jamais je suis pas authentifié sur l'iPhone. Alors moi, j'ai viré Siri à la maison, je suis sur Alexa. Donc quand je dis Alexa ouvre la porte, il me demande un code. Ouais, je pense que c'est terminé. Je peux la fermer à distance. Peut-être que ça marche parce que tu as ton iPhone aussi. Non, j'ai pas mon iPhone avec. Ah, peut-être, mais. Non, mais je parlais à Laurent. Parce que moi, je peux dire qu'à la maison, je l'ai fait. Mais Alexa, ils ont prévu le coup. Alexa, tu peux ouvrir. Tu peux pas ouvrir la porte sans le code. Pas avec le téléphone. Moi, je le fais. Non, mais moi, je le fais. Très honnêtement, je le fais de l'extérieur. Non, mais je le fais à l'extérieur de la maison. Donc, si tu mets une enceinte Alexa dans le jardin et que tu dis ouvre pas la dans porte, le jardin, mais l'été, il y a les fenêtres ouvertes. Voilà, il faut que tu donnes un code. Bon, par contre, tout le monde entendra ton code. Donc, c'est un peu ridicule aussi. Ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un point important. Autre promesse d'Apple. Ça mérite d'être testé. Ouais, autre promesse d'Apple concernant HomeKit après la sécurité, après la sécurité avec les clés et les systèmes de serrure, c'est la sécurité des caméras de surveillance à déployer à la maison qui se décompatissent beaucoup. On en trouve à quelques euros. Il y a vraiment des risques qu'elles soient piratées. Et Apple a prévu une parade, Christophe, ça s'appelle HomeKit Secure Video. Alors comment ça marche ? C'est quoi la différence avec HomeKit ? Alors encore une fois, c'est une complication. On a HomeKit et puis on a HomeKit Security. On a des caméras HomeKit, mais... Non, mais c'est la partie de HomeKit qui va parler aux caméras, en fait, globalement. Si tu veux, c'est une espèce... Il faut voir ça comme une espèce d'extension au HomeKit traditionnel qui va te permettre de pouvoir communiquer avec de permettre à Maison et HomeKit de communiquer avec des caméras, ce qui était difficile avant. C'est-à-dire que, de manière générale, dans une caméra lambda, quand tu installes une caméra de surveillance, j'imagine que c'est comme ça pour toi, Didier, ou Christophe ou Laurent, le flux de la caméra soit va être enregistré localement dans la caméra avec une petite carte SD, c'est le cas de Netatmo dont on a des caméras qui sont super d'ailleurs, ou c'est le cas de, par exemple, Arlo qui va être dans le cloud. Il faut prendre un abonnement cloud. C'est ça. Ou Ring aussi, par exemple. Ring. Netatmo te permet de le stocker dans le cloud que tu veux. Donc, par exemple, un Dropbox. D'accord. Et ce que fait donc l'approche qui avait été proposée par ce système sécurisé HomeKit, c'est de pouvoir directement de protéger. Il y avait un côté protection des personnes. Moi, j'en reviens. Parce que j'ai les deux. Alors, attends, expliquons en 2 mots avant que tu le donnes. En clair, HomeKit Secure Video, c'est que vous stockez vos vidéos sur votre compte iCloud, tout simplement. Il faut un abonnement iCloud Plus, d'ailleurs, pour ça. Et en fait, le constructeur ne voit pas vos données. Apple vous garantit que vos images ne seront pas stockées sur les serveurs d'un constructeur tiers et que personne ne voit vos vidéos. Et donc, ce que tu disais ne risque de vous pirater à votre insu que vous êtes rentré à la maison. C'est ça le concept. Tout à fait. Donc, c'est sécurité. Point à point. Voilà. C'est-à-dire que l'image part de chez vous, elle va sur le serveur d'Apple, elle est stockée sur votre iCloud, il n'y a que vous qui pouvez la voir. Et donc, tu en es revenu. Ouais, j'en suis un peu revenu pour 2 raisons. C'est top, hein, quand on est dans l'écosystème Apple, on est content, c'est chaleureux, toujours je raconte l'histoire du T'as pas confiance en Apple quand même ? Non, c'est pas une question de confiance. C'est une question d'expérience utilisateur. Je te prends un exemple, mes caméras Netatmo, elles enregistrent dès qu'il y a un animal, une personne qui passe autour de la maison, en Corse, c'est enregistré. Tu sais si c'est un animal, si c'est il te dit si c'est un animal, tout ça. Mais surtout, quand tu peux reconnaître ton animal. Et tu peux dire, non mais surtout, ce qui se passe, c'est que des fois, tu vois, un jour, j'ai mon voisin qui me dit, il y a 10 jours, il y avait quelqu'un sur ta terrasse, tu sais, la voisine, elle est venue récupérer des citrons et tout ça. Bon, moi, je surveille, mais je surveille du coin de l'œil. Tu vois, c'est pas... Tu es tolérant sur les citrons. Je suis tolérant sur les citrons. Les citrons, surtout, ils sont chez mon voisin. Mais il est passé par ma terrasse pour aller prendre les citrons de mon voisin. Qui est génial, d'ailleurs, mon voisin. Mais et en fait, le problème d'Apple, c'est que tu stockes sur un temps limité. Et c'est tout ce problème de l'auto-effacement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as besoin d'y retourner, parfois c'est 15 jours avant ou un mois avant. Et en fait, c'est trop tard parce que l'idée, c'est si tu n'as pas eu le problème dans les heures à venir... Donc tu veux stocker localement, toi ? Mais c'est pas ça, c'est que je veux pouvoir remonter, mais soit beaucoup plus loin, soit localement, pour pouvoir retrouver quelque chose qui s'est passé il y a un mois et de te dire, tiens, je remonte et je vais trouver la vidéo. Parce qu'en fait, au moment où tu t'en rends compte, parfois, c'est pas le moment. Quand ça vient de se passer, oui, super, on a quelqu'un qui est venu sur ma terrasse, qui a sonné, ça. Donc, localement, c'est comment ? C'est soit un Dropbox, c'est-à-dire soit il stocke non, ça, c'est pas local. Moi, il stocke une carte SD aussi. Une carte SD, tout simplement. Stocke sa carte SD. Même un NAS, tu peux... Ou sur un NAS, exactement. Mais le fait d'être compatible avec le nouveau système de Apple ne retire pas la possibilité d'enregistrer localement. Si. T'es sûr de moi toi ? j'ai les deux avec le Netatmo.
Non, Non, mais non, Si tu t'as continues les deux. d'utiliser l'appli Netatmo, elle marche. Hein. Oui, Elle oui, garde oui. les- mais tu es plus. Alors, j'ai pas testé sur Netatmo. j'ai Netatmo, testé c'est un peu sur- un cas particulier. Hein. Ouais, Donc, Netatmo, c'est un cas particulier. Mais C'est un si cas tu particulier prends parce qu'il n'y a pas le d'abonnement. modèle de- Non, mais ce que j'ai jeté un coup d'œil, tu vois, sur les docs de dev bêta, là, Mm. a priori, il n'y a rien qui t'empêcherait en fait de stocker localement, quoi. Mais ce que Oui, je veux mais te la dire, plupart c'est des constructeurs n'ont pas prévu. Ça, c'est autre chose. ergonomiquement. Mais donc, dans c'est la- pas Apple, c'est Par ça. exemple, si Non, tu mais prends ergonomiquement dans l'appli, alors c'est le deuxième point, dans l'appli Apple, je trouve que de retourner sur trouver l'endroit où il s'est passé Ouais, c'est quelque compliqué. chose, c'est hyper Ouais. compliqué. Alors qu'en fait, quand tu as un répertoire avec plein de fichiers, tu remontes à la date, tu regardes, tu lances la Alors, vidéo. Mais le truc, c'est que, excuse-moi Olivier, Ouais. mais le nouveau Home va sortir, tu vois. Mais on va voir. Donc, il faudra voir. ce Et sera puis, mieux. très certainement qu'ils vont intégrer Apple Intelligence à toute cette analyse d'image On et ce genre dit de pas- choses, on tu dit vois. pas de gros mots, Christophe. Mais justement, aujourd'hui, tu vois, le Netatmo, il t'analyse super bien les voitures, les humains et les animaux. Par contre, quand tu passes sur HomeKit, alors il t'analyse le facteur, là, les colis et tout, mais c'est tout, quoi. Enfin, t'as pas des trucs de dingue. L'IA de Netatmo, Non, elle est meilleure alors- que ça. Alors attention, il y a quand même sur les caméras intérieures, je te parle pas des extérieurs, sur les intérieurs, il fait quand même un truc assez génial. C'est pour ça que je dis, c'est un truc, c'est une balance. Hein. Mm. Il te dit, je pense avoir reconnu telle personne qui rentre à la Oui, maison. oui. Ça, c'est génial. Sur les intérieurs, pas les extérieurs. Il y a votre fils est Ouais, arrivé, rentré Voilà. d'école. Tu vois, j'ai vu rentrer à la maison, je pense que c'est Et là, ça. par exemple, de pouvoir filtrer les voitures, les animaux et tout, je trouve ça super bien à Ouais, mais sinon, l'extérieur. t'as des C'est vraiment notifications, génial. ouais. Et j'aime bien regarder les animaux aussi. Tu vois, des fois, tu vois ce Moi, qui j'ai tous les passe chats du un peu, quartier. les- J'ai tout. Oui, Alors, oui, non, mais c'est là, rigolo, j'ai bah, j'ai- tu vois, j'ai 3 types d'animaux. J'ai les chats du quartier. J'ai un rat qui passe régulièrement sur un tuyau d'arrosage et des photos du rat. Et alors là, depuis Ça te va jours, tellement bien d'avoir un rat. quelques jours, j'ai une araignée qui a fait le truc et on la voit descendre L'araignée. et remonter. Et ma belle-mère me dit, Laurent, la lumière s'allume parce que du coup, l'araignée passe L'araignée, sous c'est génial. la caméra et ça déclenche l'éclairage. Elle me dit, je comprends pas, ton éclairage, il va Bon, pas bien. je vais Il vous s'allume toute la nuit. Je vais vous dire ce que je fais avec une ring. Ouais. J'avais une ring de trop. Ouais. Alors, Donc, ring, c'est la marque ne me posez de pas la d'Amazon, question. Ne me posez pas la question pourquoi. J'avais une ring de trop. Je l'ai mis à l'intérieur en fait d'une petite cabane, d'un petit abri pour oiseaux. Il y a Ouais. des écureuils. Et donc en fait, tu peux observer les oiseaux, les écureuils, etc. Avec le ring, c'est sympa. Ouais, génial. Ça, C'est c'est rigolo. vraiment cool. Allez, on vous a préparé un petit florilège de caméras compatibles HomeKit Secure Video. Donc, on commence par l'une des plus anciennes, c'est la Logitech Circle View. Hein. Elles sont un peu plus chères, ces caméras. Il faut compter autour des 200 €. C'est une version intérieure. Hein. Elle est uniquement en 2,4 GHz. C'est quand même mieux de pouvoir être aussi en 5 GHz. Et fait de la vision nocturne. Par contre, il n'y a aucun compte fabricant, aucun. Voilà, elle stocke uniquement en ligne, celle-là. Donc, c'est la version de nos amis suisses de Logitech. Une référence en matière d'environnement HomeKit, c'est la marque allemande Eve avec la Eve Cam, également qui est un petit peu moins chère, également en 1080p, 2,4 GHz et 5 GHz. Moi, je préfère celle-là, uniquement en 150 €, un peu moins cher. Donc, vraiment, c'est une référence, les caméras Eve aujourd'hui. J'en ai une, moi, j'aime beaucoup. Et puis, vous avez également, on en parlait, l'ancienne version de la caméra Netatmo qui s'arrête, puisque la nouvelle vient juste d'être annoncée il y a quelques semaines, il y a quelques mois, la Netatmo Advance. Et malheureusement, la Netatmo Advance, elle est compatible HomeKit, mais elle n'est plus compatible avec le HomeKit Secure Video. Et elle était bien pratique parce que j'aime beaucoup ces fonctions de détection des personnalités, vous dire, voilà, votre épouse est rentrée, votre fille est rentrée, etc. Ce qui est très bien dans l'environnement, en revanche, Netatmo, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement obligatoire, une carte SD au dos, et c'est parfait. Par contre, c'est vrai que si vous avez un intrus chez vous, il peut très bien arracher la caméra et partir avec la carte SD. Exactement. Et ça coûte autour des 249 €. À peu près Netatmo, ils viennent de dévoiler la version outdoor, hein, qui est également HomeKit, mais pas HomeKit Secure Video, qui devrait arriver la nouvelle version améliorée d'ici cet été, tout simplement. Une version 100% HomeKit Secure Video, c'est la dernière caméra Aqara Hub 5G Pro. Celle-là, elle est très sympa, Christophe, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'il y a une version que le grand public connaît peu, c'est le PoE, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Oui, PoE, donc Power over Ethernet. Plutôt que du Wi-Fi, on vous conseille. Caméra Wi-Fi, on peut la brouiller. Oui, c'est ça, oui. La portée du Wi-Fi, elle est quand même limitée. Le PoE, c'est quoi Donc PoE, c'est deux choses. Enfin, le PoE, c'est le fait de pouvoir faire passer de l'électricité sur un câble réseau. Donc en clair, tu tires un câble Ethernet dans ton jardin. Et tu alimentes électriquement ta caméra. Par le port Ethernet. Et en même temps, tu vas donc ça, c'est avec une paire de cuivre qui va être utilisée. Et puis après, avec le reste des câbles, en fait, tu vas pouvoir communiquer en réseau
sur tes caméras tout simplement. Donc à la fois tu règles le problème de portée du Wi-Fi, du brouillage du Wi-Fi parce qu'aujourd'hui c'est une réalité. Et puis en plus, tu alimentes ta caméra, tu n'as pas besoin de tirer un câble électrique sur 228 à ton câble Ethernet. Bon, après, tu as toujours les mêmes problèmes, dans le sens où quelqu'un peut venir mettre un hub ou un switch sur. Bien sûr, pour la débrancher derrière. Voilà, tu peux débrancher, tu peux couper le câble Ethernet, venir le brancher. Il y a quand même un truc qui est intéressant. Notamment si vous faites un peu d'outdoor de temps en temps, je sais pas, vous avez besoin de ces petites batteries de camping là, tu sais, on en parlera après un peu. Voilà, et compagnie. En fait, elles ont. On va en parler, mais juste pour ces caméras, parce que c'est quand même un truc critique, les serrures connectées, les caméras. En fait, ces trucs-là, aujourd'hui, si on vous coupe Internet ou si on vous coupe le courant, en général, il n'y a plus rien qui marche. Et comme tout le monde achète ces trucs-là, il n'y a pas vraiment de backup. Aucune caméra, là, est vraiment sur batterie. Enfin, il y en a certaines sur batterie, mais si tu leur coupes le réseau, elles n'ont plus de réseau, etc. Et en fait, ce qui est intéressant à faire, c'est d'avoir une petite batterie tampon. Donc une EcoFlow. Donc vous l'utilisez des fois de temps en temps pour vos trucs, mais vous la mettez en onduleur en fait. Et ça veut dire que si vous mettez là-dessus tout ce qui est caméra de sécurité, la box internet et les bornes Wi-Fi, donc ça fait on va dire quelques dizaines de watts, mais ça veut dire que cette batterie elle peut durer des fois une journée complète. Et ben ça permet quand même d'avoir un petit laps de temps. Si jamais on vous coupe le courant, tu sais, maintenant, des fois, on peut le couper dans la rue. Enfin, il y a plein de techniques pour ça. Et tout ce que tu as mis en place, c'est caduque quand même. Didier a super raison, en fait. C'est une super idée de brancher une sorte d'onduleur. De prévoir une sorte d'onduleur, une batterie, c'est vraiment. Parce qu'il faut ça, il faut l'Internet. Oui, pour la box. Tu peux même la mettre sur des panneaux solaires, tu vois, tu glisses un petit fil dans ta maison, elle continue d'être alimentée. Pour la box, mais aussi pour ton switch qui fait Power over Ethernet, par exemple, pour ce genre de solution. Et directement, tu vas alimenter tes caméras. Voilà, un bon conseil. C'est cool. Ça génial. La G5 Pro. Il est bon le Poulicani quand il veut. Rien, il a bien fait de revenir. Il a fait de revenir. Il a un peu honte sur son penchant politique. Ouais, il a bien fait de venir. Et attends, j'ai même entendu qu'il. Regarde, il est rouge, c'est un coco. Non, mais visiblement, il aurait même pas de drap. Ouais, je ne vote que Corse, moi. Exactement, mon chéri. Donc, caméra extérieure de chez Aqara, la Hub G5 Pro, 180 € en version compatible HomeKit Secure Video, 180 € chez Aqara, 200 € chez en PoE. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis, nous venions, on parlait en préambule de cette émission, c'est Philips avec les You, avec ou sans fil, avec un pack sécurité assez original puisque vous avez à la fois le pont You, les ampoules et la caméra de sécurité. Et ça coûte 140 €. C'est pas mal. Et a priori, c'est assez sécurisé. Voilà, ça c'est la version You du côté de chez Philips. Après, le volet sécurité pour lequel Apple a fait un gros effort. Elle a également ouvert HomeKit au robot aspirateur au printemps dernier, Christophe, ou Didier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça reste encore assez timide. Hein. Oui, ça va. Globalement, ça va te permettre de déclencher et d'arrêter ton robot. Hein. Je ne sais pas si Didier, toi, tu as un retour d'expérience sur le sujet. Mais... Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'objets connectés qui se rajoutent en fait à tout ce système. Au début, il y avait que les lumières. Voilà, maintenant, on a les serrures, on l'a vu. Il y a quand même pas mal de choses. Et en fait, le problème, c'est que ces objets-là sont d'une grande complexité. Donc, ils ont des applis complexes. Et le problème, c'est que le temps de les intégrer dans Matter, le temps qu'Apple prenne ça en charge pour faire ces petits treks, ça prend un temps fou. Donc au début, quand ça arrive, on dit « Ah cool, les aspirateurs !» Ouais, mais en fait, tu peux juste le lancer. Donc à la limite, ce qui est pas mal, c'est quand ils ont des raccourcis. Tu vois, il y a plein de trucs, maintenant, ils se mettent des routines dans les raccourcis. Donc tu peux dire à Siri, je sais pas, ouvre le coffre de ma voiture. Donc ça, tu peux le faire avec les aspirateurs, ça marche. Mais il faut qu'eux aient pris en charge les raccourcis. Et ça va marcher que chez Apple. Donc si tu veux vraiment des choses complexes, il faut attendre que les normes se mettent à jour. Donc ça va arriver. Mais il manque plein de choses. Hein. Moi, dans l'énergie, dans la voiture connectée, dans les bornes de recharge, etc. Tu voudrais dire tiens, quand j'arrive, mets-moi mon truc en route, prends mon abonnement EDF et puis cale-les-moi sur la recharge des batteries. Enfin, aujourd'hui, Apple est complètement largué là-dessus. Il y a vraiment tout un pan de la connectivité qui est dans Home Assistant, qui est dans plein de trucs, mais qui n'existe pas chez Apple et même dans ce Red plus ou moins, mais en général, c'est pas aussi poussé, quoi. Alors, on vous a trouvé quand même un modèle de robot compatible HomeKit, enfin Meter. Donc, effectivement, tu n'as pas l'éventail de toutes les fonctionnalités puisque c'est un robot de chez Dreamy, hein, c'est l'Aqua10 UltraTrack Complete. Alors il y a différentes versions qui sont compatibles Meter, d'autres, enfin bref, il y a chez Dreamy des versions compatibles Meter. Et par exemple en Meter, vous ne pouvez pas dire nettoie ou passe aspirateur, c'est on-off, hein, c'est tout en Meter pour l'instant. Mais bon, ça fait tout ce que fait l'état de l'art des meilleurs robots aujourd'hui, y compris une fonction assez originale puisqu'il permet de passer des obstacles comme une petite marche, de se surélever. Donc c'est très sympa. Et puis vous regardez le design, on l'a posé ici en plateau. Il
il va pas vraiment détonner par rapport détonner à... dans ton intérieur, mon cher Christophe. Donc le modèle qu'on a là, c'est le Dreamy Aqua 10 Ultra Track Complete, il comptait autour de 1050 €. Autre modèle qui a fait beaucoup parler de lui et qu'on aime beaucoup, et tu le connais également, Didier, c'est le modèle de chez DJI, c'est le Romo. Nous on l'aime beaucoup, pourquoi ? Parce que DJI a réussi à adapter sa technologie propre à ses drones, à son robot. Donc c'est très rigolo parce qu'on peut filmer, allumer des caméras, et puis il marche super bien. C'est-à-dire que vraiment il évite, grâce à sa caméra, les obstacles. Il ne va pas les contourner ou passer par-dessus, il va les contourner justement. Donc c'est un petit peu plus cher puisque le modèle haut de gamme va jusqu'à 1500 €. On a posé la question au responsable de DJI si il allait avoir une prise en charge de Matter. Et voilà, il se pose la question et ce n'est pas encore officiel. On a lu ici ou là que DJI venait de rejoindre l'alliance Matter, donc c'est plutôt bon signe. À suivre, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le DJI Romo. Pour terminer sur les certifications annexes, parce que vous avez compris que HomeKit se décline aussi bien pour la vidéo, aussi bien pour la sécurité des serrures. Il y a une autre certification HomeKit qui est apparue, qui a peu fait long feu. Elle est réservée aux routeurs Wi-Fi. C'est HomeKit Secure Router Kesako. Oui. Christophe. Donc HomeKit Secure Router, c'est a priori la possibilité de chiffrer un maximum sur ton réseau qui permet l'interconnexion des objets. C'est-à-dire que ce que fait NordVPN, ce qu'on a décrit tout à l'heure, en gros... ça va encapsuler la communication. Ça empêche tout objet connecté de sortir de ton appartement à ton insu, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça va encapsuler les communications, ça va permettre un routage comme il le faut, en fait. Ils l'ont pas arrêté, ça ? Alors justement, ça a fait un flop en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y avait que 2 fabricants qui avaient fait quelque chose. C'est Hero, donc la filiale d'Amazon, et Linksys qui avait sorti un 2 routeurs compatibles. Puis depuis, il n'y a plus de nouveautés. C'est resté bloqué en Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 7. Il n'y a pas de Wi-Fi 7. Ouais. Donc aujourd'hui, parce que c'est beaucoup de questions autour du Wi-Fi, effectivement, qui dit maison connectée dit un Wi-Fi costaud. Il ne faut pas hésiter à investir dans Wi-Fi 7 aujourd'hui, Christophe. Non, effectivement. On le dit chaque année. Hein. Très franchement, aujourd'hui, en fait, si vous devez monter un nouveau réseau Wi-Fi, prenez la dernière norme, tout simplement parce que de 1, elle va être plus performante. On va utiliser des bandes de fréquences supplémentaires par rapport aux anciennes. Donc ça ne va pas saturer votre réseau. Oui, disons qu'en fait, tu vas parler sur d'autres canaux, effectivement. Et puis, deuxièmement, en fait, tu vas toujours avoir la rétrocompatibilité avec le 2,4 GHz pour les objets connectés, par exemple, le 5 GHz pour la majorité des objets d'aujourd'hui, le 6 GHz pour les iPhones les périphériques les plus avancés, etc. Et aussi le fait qu'ils se parlent en mesh en 6 GHz. Donc ça permet quand même pas mal de choses. Donc, ce qui est nouveau cette année, c'est que ça fait 2 ans qu'on parle du Wi-Fi 7, ça coûtait extrêmement cher, les amis, et que les prix ont baissé. Les prix ont baissé. On a un modèle qui est devant nous, qui est signé Asus. On trouve, alors ça c'est un modèle un peu évolué, qui est modèle avec plusieurs routeurs en mesh, etc., avec des satellites. Mais les prix commencent à partir chez Asus à partir de seulement 150 € pour un routeur et un satellite. 150 € en Wi-Fi 7. Ça c'est fou. Ouais. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Donc là, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire que si vraiment on veut faire une maison connectée, il faut oublier sa Freebox ou son. Oui, non, mais il faut aller sur du Wi-Fi 7 avec un réseau dédié IoT. Il faut sortir de sa box, on est bien d'accord. Il faut aller. Ah oui, non, mais ça complètement. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé les deux. On est sorti de sa box depuis longtemps. Ouais, on avait fait une émission dédiée, mais moi, tous les gens chez qui je vais, il n'y a que la box. Enfin, les 3/4 des gens ont encore que la box. Et des fois, ils prennent les répéteurs, de Free, etc. Ouais, mais ce qui est encore pire. C'est vrai que, non, mais souvent, ils ont le problème quand ils commencent à mettre des choses loin. Les sonnettes, les tondeuses, tous ces trucs qui demandent du Wi-Fi dans le jardin. Et là, ça passe plus. Ah ouais, c'est un vrai problème. Et il vaut mieux éviter effectivement le relais Wi-Fi des constructeurs et vraiment investir dans une solution Wi-Fi 7 mesh, c'est-à-dire véritablement sans perte de débit lorsqu'on vous rajoutez des... Avec un vrai réseau entre les différentes... c'est ça. Et toutes les box vous disent on est Wi-Fi 7, mais quand tu fais des tests, en fait, il n'y en a aucune qui a les débits. Enfin, souvent, c'est quand même très mauvais ce qu'ils mettent dans les box. Mais c'est normal, c'est des appareils à tout faire. Donc, vraiment, d'avoir un truc dédié, même si ça coûte des fois un peu cher, ça vaut le coup de mettre l'argent. Au moins, tu es moins embêté avec tes appareils qui se déconnectent tout le temps, quoi. Et ils essayent de rentabiliser le prix d'une box. T'imagines le prix pour un opérateur, un fournisseur d'accès Internet. Aujourd'hui, le principal argument pour changer sa box, c'est de passer au Wi-Fi 7. Mais oui, parce que mais c'est la différence entre le marketing et la technologie.
C'est-à-dire qu'en fait, dans le marketing, il te dit mais dans la dernière box, on a mis le Wi-Fi 7, en plus les répéteurs vont super bien fonctionner. Si ta box est dans l'entrée, dans un meuble, ça sert à rien. Il y a plein de gens, mais de toute façon, c'est tout le temps le cas. Moi, j'ai rarement vu, tu vois, les gens, dès que tu as un appartement, les gens, ils mettent ça dans le meuble télé, le meuble, il est fermé, il y a plein d'autres éléments, il y a les chargeurs dedans. Pas que cette box. Hein. Dernièrement, je parlais avec un client, enfin une des directrices, qui est venue me trouver en disant, voilà, j'ai du Ubiquiti, etc. Donc un top réseau, vraiment, ce que tu peux, parmi les trucs, ouais, c'est ça, réseau Wi-Fi, vraiment une très très bonne qualité de réseau Wi-Fi. Et elle me dit, je suis vraiment très déçu, etc. Je dis, ok, hein, c'est bizarre en fait, et vous les avez fixés comment, etc. Tout est dans des armoires cachées parce qu'elle ne voulait pas les voir. Il n'y a aucune chance que ça fonctionne correctement. Je les ai mis à la cave. Non, mais il n'y a aucune chance. Et elle me dit, oui, mais en dehors du fait de les sortir, en fait, il n'y a pas de solution. Bah, oui. Et ben, je dis, non. C'est fait pour être mis à l'extérieur. C'est un argument, ça, parce que l'air de rien, on a plein de trucs moches maintenant qu'il faut mettre partout. Tu vois, et c'est vrai que c'est un vrai argument de. Là, je vois, je teste en ce moment des batteries de maison, et avant, c'était des trucs horribles et tout. Maintenant, ils en font des meubles, tu peux poser des trucs dessus. Bah oui. Tu vois, donc ça fait partie du truc. Je pense que les constructeurs s'y mettent petit à petit, même les caméras intérieures. Netatmo, c'était les premiers à faire des trucs un peu jolis dedans. Et les autres ont embrayé, mais t'as encore des caméras moches où t'as pas envie de voir une caméra, quoi, tu vois. Je sens que vous êtes hyper chaud, que vous voulez encore parler pendant 1 heure sur les maisons connectées. Je propose qu'on en fasse une deuxième émission, qu'on se retrouve dès la semaine prochaine, oui. Mais là, je voulais juste te dire sur ce truc-là. Aujourd'hui, il existe des solutions d'objets qui te permettent de faire comme des fausses boîtes, dans lesquelles tu peux mettre tes routeurs qui ressemblent à un objet de décoration. Et ça ne perturbe pas. Mais non, parce qu'il y a pas c'est quasiment du carton. Alors tu perds un tout petit peu, mais c'est mieux que dans un placard au fin fond d'un placard. Oui. Mais par contre, il faut trouver le modèle qui est assez joli, qui est assez truc, qui n'est pas une cage métallique et tout. Des choses qui s'insèrent au plafond, ça reste assez discret aujourd'hui. Puis moi, je trouve. Bon, bref. Ouais, enfin, moi, le truc, c'est que c'est ma vie, le Wi-Fi, ou presque, l'infrastructure réseau. La vie, c'est le Wi-Fi. Je vais taguer. En fait, dorénavant. Non, mais réellement, donc en fait, voir une. Tu vois, c'est comme les gens qui installent en fait des batteries ou les gens qui installent des panneaux solaires. Eux trouvent pas ça moche en fait, alors que. C'est beau un panneau solaire, n'est-ce pas, Didier? Voilà, Didier. Il y en a des épouse quand il elle sort dans le jardin. Il est pas bon. Ça très beau, n'est-ce pas? Il est pas bon, mon panneau solaire. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Tu vois, Didier, il trouve ça. Full black là, il y en a vraiment des jolis. Donc Didier trouve ça. Il y en a maintenant qui se mettent, tu sais, sur les toits, enfin qui sont comment on appelle ça, des toits solaires en forme de tuiles, et tu les vois quasiment plus. Mais c'est vrai que c'est sûr que les panneaux solaires sur les toits, c'est super moche. Pour certains, et sur les dont toits je en suis, tuiles, la c'est pas beau. technologie, c'est beau. C'est ça. Alors, je vous propose qu'on refasse une émission la semaine prochaine et d'aller encore plus loin sur la maison connectée. On va revenir sur le standard HomeKit et vraiment cibler les manques et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer rapidement. Trouver des solutions pour, en attendant qu'Apple corrige ses manques, pour que vous puissiez véritablement prendre en main l'ensemble de votre écosystème de maisons connectées. Vous allez voir, on a trouvé des produits super et des solutions parfois même gratuites super. Et puis dans un deuxième temps, on va essayer de se porter sur l'avenir, essayer de comprendre qu'est-ce qui va arriver cette année, parce qu'on pense que chez Apple, cette année 2026, c'est l'an 1 de la maison connectée. On fait le pari. Et in fine, on fera le point avec Didier sur toutes les solutions pour faire des économies, car avant tout, si on fait une maison connectée, c'est pour faire des économies. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Avant de conclure, un mot au sujet de notre sponsor, bien sûr, Scapad. Scapad, c'est une nouvelle marque française qui propose pas mal d'accessoires très sympas pour vos produits à la pomme croquée, avec notamment un sac à dos pour le moins original, son nom l'Airpack. C'est l'un des premiers sacs à dos traçables compatibles avec Apple localisé, le fameux Find My. Pas besoin, Laurent, d'ajouter de AirTag. Il est localisable depuis votre iPhone. Il émet une alarme sonore où vous indique le chemin pour le retrouver. Et contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas une pile, mais une batterie. Ce qui est génial, c'est qu'elle est rechargeable sans fil en MagSafe. Il suffit de poser la batterie dessus et c'est tout. Et il intègre également un cadenas à code homologué TSA pour verrouiller votre sac. Sa contenance, 28 litres. Il peut notamment héberger un MacBook Pro jusqu'au 16 pouces via une poche recouverte d'une douce peluche, mais aussi une seconde pour l'iPad. Son prix est normalement de 149 € pour vous qui regardez On refait le Mac. Son prix, grâce à Scapad, tombe de 50 €. Il passe à 99,99 € pour en profiter. Rendez-vous sur le site de Scapad. Entrez le code promo ORLAMERPAC. Le lien est dans la description de la vidéo, encore en flashant ce QR code. Mais ce n'est pas tout. Une fois votre premier achat finalisé, vous disposez d'une remise supplémentaire de moins 25% sur toute la gamme Scapad. On a beaucoup parlé de sécurité aujourd'hui, la nécessité de sécuriser son réseau d'objets connectés.
NordVPN, notre sponsor, vous propose également une solution. Hein. La maison intelligente dans cette émission, la sécurité, c'est vraiment un point crucial. Déployer des objets connectés représente un risque réel, on vous l'a dit, de piratage, car c'est un point d'accès souvent identifié et facile à hacker aujourd'hui. Bon nombre d'appareils IoT présentent des vulnérabilités, comme par exemple partager des identifiants par défaut, qui sont toujours les mêmes. Ils sont également d'excellents hôtes de logiciels malveillants, sans oublier le fait que bon nombre de ces appareils sont connus pour récolter vos données pour les besoins des fabricants, pour améliorer leur fonctionnement, mais aussi constituer un risque de violation de votre confidentialité. Bref, pour s'en prémunir, il est préférable d'installer un VPN, non pas sur votre Mac seulement ou seulement sur votre iPhone, mais aussi au cœur de votre réseau, le routeur Wi-Fi. C'est ce que vous propose NordVPN, qui parraine cette émission et vous permet d'installer un VPN sur un routeur. Et même si c'est une box Internet comme la Freebox, une fois configurée, tous les appareils connectés à votre Freebox sont sécurisés, y compris tout votre écosystème de la maison intelligente, tous vos objets connectés. Et bonne nouvelle, grâce au RLM, vous bénéficiez de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, offre uniquement valable et disponible sur le lien en description de la vidéo en flashant ce QR code. Merci à NordVPN de soutenir ORLM. Voilà, on passe à vos coups de cœur. Didier, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Eh ben, écoute, c'est un coup de cœur que j'ai testé en fin d'année, je crois. On m'a envoyé des cartes photos à tester. Alors, tu sais, les cartes photos, c'est un peu le truc de grand-mère. Et je me suis dit, bon, allez, ça va être rigolo comme ça. Et en fait, les cartes photos d'avant, faut oublier. Vous savez, les cartes SD, tous ces trucs-là. C'est que maintenant, en fait, les cartes photos, ils sont hyper bien. Ils se connectent à ton Wi-Fi automatiquement. Ils peuvent aller chercher tes photos sur iCloud. Donc, si tu donnes l'autorisation, il peut diffuser en fait les photos que tu as sur iCloud. Tu peux aussi leur mettre des photos manuellement assez facilement. Et en fait, donc on s'est amusé à mettre ça un peu dans la maison et tout. Et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que toutes les photos que tu re-regardes jamais, tu sais, des fois, tu fais l'effort de les mettre quand même dans ton iCloud pour les grands-mères, pour tout un tas de trucs. Et je sais pas, tu prends tes gamins en photo, tu les mets un petit peu dans le cloud. Je pense qu'on fait tous plus ou moins ça. Ou juste tu as une pellicule avec des dossiers. Bah, tu peux les sélectionner, juste mettre certains dossiers partagés dedans. Et en fait, ça va les prendre aléatoirement. Tu peux leur mettre des horaires qui s'allument que, par exemple, à certaines heures, etc. Maintenant, l'image, elle est super bonne. Et là, les derniers que j'ai testés, c'est les Aura, Walden et je sais plus l'autre, Aspen, je crois. Et en fait, c'est vachement bien. Tu as différentes tailles et tout, tu peux les mettre un petit peu partout, tu peux les accrocher au mur. Et c'est un peu le retour, je trouve, le cas de photo moderne finalement, où tu n'as plus trop à mettre les mains dedans, tu n'as plus besoin de changer les cartes SD, tout ça. Et en fait, on est à un moment où on fait quand même beaucoup de photos dans le cloud, et finalement, on n'a pas tellement le temps de les voir. Et ça coûte pas très cher, en plus, c'est, tu vois... Là, on en trouve ça tourne autour de 100 à 200 euros, ça dépend un petit peu des tailles, t'en as des un peu plus chers aussi. Et c'est vraiment cool, en fait, ça fait de la déco facile, et surtout que, tu vois, quand t'as des gens qui se baladent dans la maison, tout ça, il y a toujours un petit moment d'émerveillement, en fait, et moi, je pensais pas aimer ça, tu vois, mais c'est retour redevenu des cadres cool. photos. Ouais, c'est ça, c'est redevenu tendance, en fait. Christophe, quel est ton coup de cœur cette semaine? Alors, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais dans mon canapé, là, tu vois, avec mon Apple TV, et j'étais en train de regarder la série Pluribus. Et puis, sur Apple TV+. Sur Apple TV+, et puis après, je suis passé à un moment donné, en fait, sur le trailer encore de Formula One, etc., et je me suis dit, mais purée, quoi. Toutes ces Foundation, Pluribus, toutes ces séries incroyables, cette qualité, les films d'Apple TV+, je me suis dit, mon prochain coup de cœur, c'est Apple TV+, en fait. Il faut enlever le plus maintenant. Mais... Ouais, bien sûr. Mais donc, c'est Apple TV+, c'est un truc de... C'est Pluribus. C'est un truc de fou ce que fait Apple, je trouve. En termes de qualité, ouais, c'est en partie de zéro. La ils n'ont pas acheté top. le catalogue et ils construisent vraiment une identité très forte. Et apparemment, ils progressent beaucoup en France, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, et l'image est toujours énorme. Les séries, Servant, j'ai adoré. Je suis juste moi, on peut pas me reprocher de ne pas être un fan d'Apple, mais qu'est-ce qu'il y a comme produit Apple dans les séries Apple? Ah oui, ça oui. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un peu lourd. Ça s'appelle du placement produit, mais là, c'est plus du placement produit. On a l'impression qu'Apple est pas. Mais bon, c'est pour l'esthétique. Tu sais, je me souviens. Moi, j'aimais bien dans 24, il y avait des gentils avec le 24, il y avait des gentils sur Mac et des méchants sur Dell. Mais là, ça a changé d'une saison à l'autre. Non, mais ça, messieurs, c'est ce qui s'appelle la direction artistique. Laurent, ton coup de cœur cette semaine?
Alors j'ai décidé, comme on faisait 2 émissions sur les objets connectés, je me suis dit je vais choisir des objets connectés de maison, compatibles. Et donc je suis allé chercher des objets un peu plus atypiques parce que tu vois, les lampes on les a tous, les caméras on les a tous, tout ça. Donc cette semaine je suis allé chercher un objet vraiment utile, c'est un diffuseur d'huiles essentielles. Un objet connecté ? Ouais, compatible Home. Donc en fait, tu peux le déclencher et donc tu mets tes huiles Sympa. essentielles. Pourquoi c'est sympa ? Parce que en fait, quand tu bosses dans un bureau où tu vois toute la journée, à un moment donné, tu as ton jus de cerveau. Le jus de cerveau a une odeur quand même assez malodorante, on va Surtout dire. si c'est des gros geeks. Ouais, c'est des gros geeks. Mais même toi, Dans leur seul, quand villa. tu réfléchis, plus tu réfléchis, tu sais, c'est connu, hein, c'est le corps dégage une. Tu Ah, vois, c'est le truc. rigolo. Ouais, et donc en fait, tu peux le déclencher. Donc tu peux dire, par exemple, Bon, les si. gars, ça pue. Oui, alors tu peux le dire aussi si tu vois ça commence à sentir, tu vois, tu as un problème tu peux déclencher au bout d'un certain temps. Donc moi ma technique c'est je calcule le nombre d'heures que l'éclairage de l'arrière de mon écran est allumé et au bout d'un certain Automatiquement. et Et ça purifie l'air. et j'automatise. Ça on en parlera la semaine prochaine pour la purification. De mon côté, c'est Et attends, ça vaut pas grand chose, hein. Ça vaut, c'est le truc quand même, Ouais. alors c'est très simple, hein. C'est juste un piezo qui fait vibrer de l'eau et donc qui fait que les huiles sortent. Ouais. Ça vaut je crois 33 € quoi. Tu vois, ça c'est vaut plaisir. ouais, c'est pas franchement c'est moi, ça vaut un l'objet peu est pas- plus cher. et pas magnifique. Mais c'est un hein, objet pas- très sympa. J'aime bien cette marque qui s'appelle Toile Sauce. C'est un porte-carte pour votre iPhone. Et j'aime bien le design façon origami. Je trouve ça très joli. C'est le MagFold de chez Toile Sauce. Alors ça se met bien sûr en MagSafe au dos de votre iPhone. Hein, voilà. Et puis vous avez la possibilité effectivement grâce à son anneau magique, de le poser bien comme je vais le faire tout de suite sur ma table basse. Voilà. En parlant bien dans le micro pour pouvoir avoir et regarder, on refait le Mac depuis mon fauteuil bien confortablement. Ça s'appelle le MagFold 12 Sauce. Ça coûte à peu près 40 €, une petite alternative au modèle d'Apple. Bien sympathique. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de la saison, de l'année dont on refait le Mac. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour parler encore d'objets connectés. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. On va parler plein de choses encore sur la maison intelligente et prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Eh bien, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Merci encore Laurent, Christophe, Didier. On se retrouve la semaine prochaine.